Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré présenté par vos deux podcasteurs préférés, mon collègue québécois-canadien, monsieur Nicolas Pirmas, et moi, ma propre personne, le meilleur poteau de Patrick Mahomes, Léo Sartel. J'aime ça quand tu renies mes origines haïtiennes, genre à chaque podcast en plus. C'est pas à chaque podcast, ok? C'est juste parce que tu vis là-bas. Si tu vivais en Haïti, j'aurais dit mon gars d'Haïti, tu connais. Ça serait plus compliqué, je pense, faire un podcast en ligne. Alors là, super. C'est quoi que tu essayes de dire? Ok, très bien. Non, je dis que bon, il y a vraiment des endroits en Haïti où les gens ont de tout, de toutes les ressources et tout, des petits pockets of society qui très riches, très épais, même que tu serais surpris, les gens ils vivent mieux que nous, là, la classe moyenne occidentale. Mais pour la majorité de la population, je pense avoir accès au high-speed internet à un point d'être capable de faire un podcast en ligne, c'est pas nécessairement la chose la plus facile. Non, c'est sûr déjà que c'est dur au Québec. Parce que... Okay. Non, mais c'est vrai. Mais il y a des justifications. Here we go. Le Québec et le Canada est un territoire énorme. Et du coup, les lignes Internet sont parfois moins stables. Et surtout, ça coûte beaucoup plus cher de déployer toutes ces lignes. Mais on connaît nos différences de connexion entre moi qui vis dans une petite ville de France, presque un village. Ok, ça, je vais regretter d'avoir dit ça toute ma vie à toi. Mais c'est pas grave. À ton nom, et genre, j'ai un Internet... incroyablement rapide, et toi qui vis à Sherbrooke, qui est quand même une des plus grosses villes du Québec, et tu as un internet beaucoup moins rapide que le mien. Pourtant je paye fucking cher, je paye plus cher que toi. Ouais. Mais c'est... Ah, tu payes bien plus cher. C'est comme tu as dit, c'est le coût des infrastructures. Ça coûte beaucoup plus cher de déployer des lignes internet fibre au Canada qu'en France, parce que le Canada est plus vaste, moins peuplé, moins densément peuplé. Et donc, voilà. C'est une question de capitalisme. C'est pour ça qu'ici, on prend le communisme. Non. Ici aussi, t'inquiète, des deux côtés de l'océan Atlantique. Ah non, en tout cas, mesdames, messieurs... Ici, au Sans Stress podcast, moi. Je disais pas... Ah, ok. Oui, c'est parfait, alors. C'est parfait. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Sans Stress. Sans Stress, qui est votre podcast présenté par le sponsor du jour. C'est pas vrai, on n'a toujours pas de sponsor. J'étais là. Non. D'ailleurs, voilà, on fait passer un petit appel aux gens. S'il y a quelqu'un qui veut sponsoriser ce podcast, on est chaud. Oui. On est là. Oui. Ça nous ferait plaisir. Ça ferait du bien au portefeuille. Exactement. Puis même promouvoir des business de gens qu'on connaît ou de gens qui écoutent, c'est toujours mieux. Mais voilà. On se retrouve pour un nouvel épisode en ligne, entre guillemets, un épisode hebdomadaire, bimensuel. Les épisodes en ligne, dans lequel on va traiter quelques sujets, mais surtout les récents matchs NFL en Europe. Et on va commencer tout simplement par Londres, parce que Nick et moi, on a pu aller à Londres voir le match entre les Ravens et les Titans au Tottenham Hotspur Stadium il y a quelques semaines maintenant. La vidéo YouTube arrive la semaine où sort ce podcast, donc peut-être avant, peut-être après. Peut-être jamais, parce qu'elle était censée sortir la semaine dernière. Ok, il y a un peu de délai, mais elle sort cette semaine. Elle va être vraiment très cool. Donc, si vous ne l'avez pas vue, après ce podcast, vous pouvez aller la voir. Et on va parler avec Nick de cette expérience à Londres, parce que Nick, mesdames et messieurs, est devenu la star de la vidéo de Destroying, des 1 contre 1 de Destroying à Londres, dans lequel il a participé. Oui, je dirais pas que je suis devenu la star. Par contre, j'ai bel et bien participé, mais j'ai pas gagné. Fait que je vais donner ça au gagnant, d'ailleurs, que je suis sur Instagram, malheureusement, et qui arrête pas de reposter sa victoire. Non, je suis content pour lui, mais mon Dieu, ça me rappelle ma défaite à chaque semaine. Parce qu'il faut savoir que c'est lui qui c'est face à lui que j'ai été éliminé, plutôt, parce que c'est pas vraiment lui qui m'a éliminé. Si vous voyez la vidéo, vous allez voir. Donc, me faire éliminer face à lui et ensuite qui va gagner le championnat. Les championnats qui gagnent la compétition. D'un côté, c'est mieux parce que je me dis, bon, si j'avais gagné la rep, ça aurait été moi. Mais d'un autre côté, c'est de la merde parce que je me dis, si j'avais gagné la rep, ça aurait été moi. Voilà. Ouais, donc... c'est sûr. Mais oui, c'est une excellente expérience. Est-ce que j'ai le droit de spoil ou on attend la vidéo, là? C'est quoi? Tu as le droit de spoil. For real? Cool. Ouais. Donc, bon, OK. Donc... parce que beaucoup de monde m'a demandé ça. Comment on est allé à Londres, Léo? Donc, toi, à la base, tu te fais contacter pour aller créer du contenu. On est d'accord? En fait, même pas. En fait, moi, à la base, je voulais aller à Londres parce que depuis longtemps, ok? Ça fait longtemps que je pense en juillet, je savais qu'il y avait ce match NFL à Londres. Moi, je voulais absolument faire un match NFL à Londres. C'était les Ravens, et je savais qu'il y avait Odell. Donc, je me dis, on sait jamais, peut-être le rencontrer ou quoi. Et je savais que la même semaine, il y avait un match de boxe d'influenceurs. Il y avait Logan Paul contre Dylan Dennis et KSI contre Tommy Fury. C'est vrai.
Et je me suis dit, ce serait lourd d'aller à Londres et essayer de faire tout un contenu sur cette semaine à Londres. Et à la base, c'était juste après qu'on ait fait nos 1 contre 1, je voulais organiser des 1 contre 1 avec la NFL Academy à Londres. Donc je les contacte, je leur écris et tout, et ils me disent que c'est déjà en train d'être fait. Et là, je vois que Destroying poste dans sa story, je vais faire des 1 contre 1 à Londres. Donc, je me dis cool, on va essayer de se joindre au projet et tout. Ça n'a pas... Nos échanges, qui étaient plus des messages de moi que des échanges, n'ont pas conclu. Mais je me suis dit, on va quand même aller à Londres. Et j'avais les croisés, tout ça, je pouvais pas participer au 1 contre 1, sinon bien sûr, je les aurais gagnés, tout le monde le sait. Mais oui, c'est une bonne question. C'est ça. Faut laisser la chance aussi aux autres. Et je voulais ramener Nick. En fait, je voulais que Nick puisse vivre. Je sais que on a déjà parlé plusieurs fois de boxe, de KSI, des trucs comme ça dans ce podcast. J'ai dit ce truc, grave et respectueux. C'est un podcast qui mérite d'ailleurs 5 étoiles. Donc prenez le temps de, de noter 5 étoiles. Depuis la popularité un peu du Creator Community Boxing, là, les matchs de boxe de YouTubers, TikTokers, tout ça, moi puis Léo, au tout début, on était un peu comme c'est cringe, mais après, on est embarqué dans le bandwagon, puis on les suit beaucoup, puis on en débattait, puis tout ça. Donc, c'est vrai, je t'accorde ce point. C'est sûr, ça a motivé l'envie d'y aller. Puis il y avait les 1 contre 1. Et je me suis dit, Nick, petit anecdote, à nos 1 contre 1 en France, jusqu'à la veille au soir, il hésitait à participer. Et je vais vraiment lui dire, on s'est dit, non, vas-y, on va du côté créateur et on garde cette étiquette créateur de l'événement. Et il participe pas. Et du coup, là, c'était l'occasion qu'il participe, tester ses skills 1 contre 1, même si moi, je sais qu'il est fort. Il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube, si vous cherchez, où il faisait des 1 contre 1 contre des joueurs CFL et il les exposait. Donc, c'est quand même une de ses forces. Mais voilà, je voulais voir ce que ça pouvait donner en Europe et surtout être avec mon pote en Europe, voir un match européen. Que demander de plus? Mm-hmm. Donc c'est ça. C'est comme ça qu'on est allé à cet événement à la base. Exact. Donc moi, Léo, il me contacte avec ces informations-là. Ma première réaction, c'est non, frère, je suis en pleine saison. Puis là, il dit, non, t'es en bye week. Parce qu'il faut savoir que comme on crée beaucoup de trucs ensemble, on a des projets similaires, on est business partner. Léo, il a mon horaire de foot, genre détaillé. Fait que Léo, il dit, non, j'ai déjà regardé, t'es en bye week. Je suis comme, OK, mais financièrement, ça fait aucun sens parce que pendant le foot, je travaille beaucoup moins en termes de job étudiante. Oui, je suis sur une bourse d'études athlétique à Bishop, mais genre, je dois quand même payer mon loyer, ma nourriture, etc. Donc, Léo, il me dit, non, t'inquiète, c'est couvert. Genre, je m'en occupe avec l'argent que je vais faire là-bas, tu vois, l'argent de mes projets. Tu sais, Léo est créateur de contenu à temps plein, donc il vit de ça. Donc, j'allais comme être un frais, si tu veux. Je dis, ouais, ok, wow, et tout, tu sais, c'est vraiment flatteur, mais en même temps, je me sens un peu mal, tu sais, oui, on a une relation business, mais t'es avant tout mon ami, même si on le dit pas sur ce pod, donc on va couper cette partie au montage, mais un tout petit peu plus de convaincage, ça se dit pas là, mais toi qui me donne des arguments pour un peu plus, et je dis, ok, vas-y, on y va, je peux pas refuser d'aller à Londres, voir un match NFL en médias, participer à un événement du plus grand créateur de contenu football à ce jour, malgré qu'on va le dépasser un jour. Et donc, on est allé à Londres. Puis, un de mes concerns, j'avais dit à Léo, la seule chose que je dois te promettre, la seule chose que je dois te dire d'avance, c'est que je ne peux pas te promettre de participer au 1 contre 1. Parce que au moment où j'accepte d'y aller, il y a encore des matchs dans ma saison. Donc, si ça se trouve, je vais me blesser à un match. Et donc, le temps que j'arrive à Londres, je vais être blessé du match que j'ai joué avec Bishop. Ou je vais peut-être pas me blesser à un match, mais je vais arriver à Londres un peu banged up, comme on dit. Donc, Magané, voilà. Mais ça, c'est très québécois, non? Vous dites pas ça, hein? Oui, on dit pas ça, mais j'aime ce mot. Parfait. En gros, le corps un peu abîmé. Exact, abîmé. Donc, genre, je devrais profiter de cette semaine de bye week pour rest. Parce qu'on se rappelle, un bye week au football, c'est 1 semaine ou 2 ou 3, dépendamment de la ligue dans laquelle tu joues, où tu n'as pas de match et souvent, tu ne pratiques pas. Et nous, on pratiquait pas, justement. C'est ça, et surtout, au football universitaire canadien, c'est important de préciser, c'est pas comme les ligues en France où principalement en France ou en Europe, ils jouent toutes les semaines. Ils ont un bye week, ils ont 1 semaine de pause par saison, sans compter les... 2, pardon. Ouais, on en a 2. Donc, il y a 2 bye week. C'est le voyage aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Pour ceux qui regardent le podcast. Il s'est passé quelque chose, je vous invite à aller voir sur YouTube à ce moment-là, mais je sais pas si ça va passer. Mais en gros, voilà, ils ont 2 bye week, 2 semaines de pause par saison et ils enchaînent. Donc, faut profiter de ces courtes semaines de pause pour se reposer. Exact. Physiquement comme mentalement. Parce que si mentalement, c'est sûr que c'était super cool, tu sais, j'allais vivre une expérience incroyable, mais ça allait pas être de tout repos. Donc, j'ai juste dit, allez, regarde, c'est sûr que je vais venir et je vais t'aider dans la création de contenu, tout ce que tu as besoin, mais je peux pas te promettre que je vais participer au 1 contre 1.
Il me dit, OK. Mais tu sais, il me menace aussi. Il me dit, OK, mais je te promets que je vais être en crise si tu te présentes. Si j'ai dépensé pour que tu viennes, tu te présentes et tu fais pas un contrat parce que il est là mon retour sur investissement, si tu veux. Ma vidéo, elle est là. En gros, on a oublié de préciser, mais il y a un contrat de Destroying, donc il a organisé ça dans plein de villes, pour ceux qui ne connaissent pas. Un contrat, c'est une compétition entre des receveurs et des DB. Voilà, je vous invite à aller voir son contenu pour mieux comprendre les règles. Mais il y a surtout $10 000 américains à la clé. C'est vrai. Donc environ 9 500 € et 12 700 canadiens. Mm-hmm. Je dis de tête, là, je sais pas exactement. Donc beaucoup d'argent. Mm-hmm. Donc beaucoup d'argent. Et je me dis, Nick, il a ses chances de gagner, ça rembourserait largement les frais investis dans sa venue. C'est ça. Et moi, je me dis, ben, bien sûr que la première chose que je fais, si je touche le 10 000, c'est je rembourse Léo. Puis ensuite, on a du plaisir pour le reste du voyage à Londres. Et ensuite, le reste, je coffre, tu sais. Bon, peut-être que je mange un peu mieux aussi pendant le reste de ma saison à l'épicerie. Je vais faire les steaks et tout. Donc, au final, je me présente à Londres. Je fais le pire choix de jet lag ever. Là. Je sais pas pourquoi. Genre, moi, j'ai pas dormi dans l'avion. J'arrive à Londres et je m'endors direct. Pire choix. Il fallait que je m'endors. Vers 16h. Exact. Non, mais vers midi même, à l'heure là-bas. Ah, midi, ouais. pardon. Et là, toi, t'atterris un peu plus longtemps, tard que moi. T'arrives au Airbnb. Là, tu me réveilles. On sort pour aller manger. Puis là, on se dit, c'est là qu'on va dormir. Sauf que moi, je suis plus fatigué. En tout cas, puis, en même je suis temps, fatigué, mais je suis déréglé, j'arrive pas à dormir. C'est ça, t'es déréglé chez toi, il fait encore jour, et un truc qui motive ton choix, c'est qu'on arrive là-bas et en fait, on n'est pas inscrit au 1 contre 1. On n'a pas de nouvelles d'un contre 1, et le matin même où moi je pars, c'était un mercredi où je suis parti, je vois une story de Destroying qui dit c'est mort, les inscriptions sont terminées, la NFL a fait ses choix de joueurs qui allaient venir, etc. pour les 1 contre 1, c'est limité à 40 personnes parce que c'est un événement organisé 50. en collaboration 50 avec... personnes. 50 Ok. 50 personnes organisées en collaboration avec la NFL. Et du coup, moi, je suis là en mode mais Nick n'est pas inscrit. On peut même pas aller voir. Il a dit aussi toutes les invitations pour les spectateurs, c'est envoyé. Ouais, il dit les 50 personnes qui peuvent participer ont été sélectionnées. Ils ont été contactés. Et les 300 personnes qui peuvent... regarder. Ouais, exact. Regarder, ils ont été contactés aussi. C'est ça. Donc là, je me dis, oh là là, c'est la merde. J'envoie un message et il me répond. Il me dit... c'est chaud, c'est pas moi qui organise, ils ont pris cette décision, moi j'ai pas beaucoup de pouvoir de force, je peux pas beaucoup forcer les choses, je vais essayer, mais je te garantis rien. Parce qu'il faut savoir que Destroying, en gros, il m'avait contacté, lui, l'année dernière, en 2022, là, il m'avait envoyé un message, il avait vu mon contenu, il était en France, et depuis, on avait parlé quelques fois, des petits retours sur des vidéos que moi, je lui avais donné et il avait répondu en mode « j'espère que ça va, j'espère que les projets y vont », mais il n'y avait rien de concret pour l'instant. Et je lui ai écrit tout ça, pas vraiment de réponse, et le soir, il me répond enfin, vers, je pense qu'il était minuit, 1h peut-être du matin, et il me dit « ouais, pour demain, franchement, c'est chaud ». Mais je serais chaud qu'on organise peut-être un contre 1 en France plus tard. Donc moi, je suis quand même content de la réponse. Mais avec Nick, on se dit, bon, c'est pas grave, il peut pas participer demain. On va quand même essayer d'aller voir. On verra une fois devant, mais vas-y, tu vas sûrement pas participer. Et on est quand même content parce qu'il y avait les 1 contre 1 peut-être en France possible. Exact. Donc là, on se dit, bon, ben regarde, on va quand même se préparer comme si on y allait. On pack nos affaires, tout ça. Puis on se dit, bon, on va aller se coucher. Léo, il s'endort instantanément. Moi, il faut savoir que quand quelqu'un s'endort, puis malgré qu'on était dans 2 chambres différentes, là, dans la Airbnb, en fait, j'étais dans le salon, puis lui était dans la chambre, mais il y avait un sofa lit, tout ça. Si moi, je suis pas vraiment fatigué et il y a du bruit, j'arrive pas à dormir. Et Léo, il ronfle. Je ronfle pas, ok, je respire un peu fort, mais Nick a besoin d'un silence de 0 lumière pour dormir, c'est genre strict, là. Il a besoin... moi, je m'endors partout sans souci. Les gens, ils peuvent crier à côté de moi, il n'y a pas de souci. Ouais, non, pas moi. Nick a besoin de son silence. Fait que là, il se fait réveiller par un interrupteur. Facts. Fait que là, j'arrive pas à dormir. Et là, mais je me dis, c'est pas grave, là. C'est déjà arrivé au Canada, j'arrive pas à dormir 1 heure. C'est juste, je vais m'endormir 1 heure plus tard. Non. Léo finit par se réveiller pour partir, puis je me suis pas encore endormi. Fait que là, il va dans la douche. Il sort, il me dit, yo, let's go, je vais dans la douche, boum. On s'habille, j'ai pas dormi. Fait que là, dans l'espace de 48 heures, j'ai peut-être dormi 6 heures. Parce que j'ai pas dormi avant de prendre l'avion de Montréal de Sherbrooke. Ouais, tu l'as pris le soir. Exact. Puis fait que j'ai pas dormi avant de prendre l'avion. J'ai pas dormi dans l'avion. J'ai dormi un petit 6 heures ou 4 heures, je te dirais, une fois que je suis arrivé à Londres en attendant que toi t'arrives. Puis ensuite, j'ai pas dormi. Donc, mais encore une fois, on sait pas si je vais participer. Une grosse journée devant nous. Dans tous les cas, je suis à Londres gratuitement avec un de mes meilleurs amis.
je me plains pas, tu sais. Puis là, on prend les transports et tout. Je suis un peu dans les vapes, tu sais. Je suis comme... Et on arrive devant le stade. On arrête dans une petite épicerie parce que je voulais quand même prendre à déjeuner, là, un jus d'orange, des fruits pour si jamais je devais participer. Et là, Léo reçoit un message sur son téléphone. C'est ça, je reçois un message de Disring qui me dit « Oh, finalement, on peut faire rentrer ton gars et tout, c'est quoi son nom ?» Donc là, on se dit avec Nick « Vas-y, let's go, participe et tout. » Donc je lui donne son nom et ça nous permet de... Il nous rajoute sur la liste, donc on arrive à l'accueil de l'événement au stade au Tottenham Hotspur Stadium. Il est ajouté au stylo sur une liste et c'est un peu long pour recevoir son... C'est Quand ça s'appelle, fucking ça long, on va décharge. dire les termes. Ouais, non, c'était vraiment long. En gros, tout le monde rentrait et était déjà inscrit, et il donnait à tout le monde un bracelet de participation, et il faisait signer une décharge avant, ok ? Et en fait, quand nous, on arrive short, parce qu'on avait prévu de venir pour voir, mais pas genre non plus 1h30 à l'avance pour s'échauffer, etc. Puis même le temps de trouver l'entrée, on a un peu galéré. Et il y a 4 personnes avec nous, et 4 joueurs, et ils disent « Ouais, on n'a plus de décharge, faut attendre qu'ils les impriment. » On attend 50 minutes, ok ? 50 minutes, un bon 50 minutes, peut-être 40, j'abuse un peu. Mais on attend super longtemps, jusqu'au point où Nick il change dans les toilettes là, du stade, même pas dans les vestiaires, rien. Genre, il change dans les toilettes, on attend. Finalement, elle arrive avec la décharge, elle donne à tout le monde des décharges. Et elle donne à tout le monde des bracelets de participants. Et Nick, il remplit sa décharge, et en fait, il était au bout de la ligne, et quand il donne, elle dit « Ah, j'ai plus de bracelets de participants. » Donc là, on est un peu fâché. On se dit, bah. Ah, on là, l'insultait monte en français quand même. La tension monte un peu parce qu'ils ont. C'était fou. Elle était là. Ils ont mis tellement de temps à imprimer 5 papiers, genre, vous vous rendez pas compte. Ah, puis une équipe de gens 8, là. Dans un stade professionnel, on était comme, what the fuck. Ouais, non, c'était vraiment abusif. Et puis finalement, on est rentré sur le terrain. Tout le monde était là. Ça avait déjà commencé à tourner la vidéo, etc. C'était les premiers rounds. Et il y a une dame de l'organisation qui nous a donné un bracelet qu'elle avait en plus. Donc ça, c'était bon. Et c'est ça. À partir de là, on était dans l'événement, on était inscrits, enfin, t'étais inscrit. Nous, on pouvait filmer, être sur le bord du terrain. Tout le monde pouvait venir sur le bord du terrain filmer et tout. Parce qu'on se rappelle qu'il y avait toi et Nathan, ton Nathan. Qui est maintenant, je peux-tu le dire? Oui, ton tu peux dire. Ton caméraman professionnel qui vient pour tes grosses vidéos. T'es rendu à un point où tu fais amener un caméraman. Comme ça, toi, t'as qu'à te soucier de la création de contenu, en fait, de s'assurer de raconter une belle histoire, nanani. T'as quelqu'un derrière qui peut filmer. Ce qui est vraiment cool. Mon monteur, cadreur, collègue, coéquipier, maintenant. Exact. Vraiment nice. Dédicace. Great guy. Donc, c'est ça. Donc, là, on arrive. Puis là, la tension pour moi, elle monte un peu, ok? Comme je vous dis, j'ai pas dormi. Puis là, je réalise, ok, ça y est, je suis là. Parce que je vais pas vous mentir, j'étais dans le déni, là. Pendant qu'on était dans les transports, j'étais comme, je voulais pas le dire à Léo, mais j'étais comme, yo, c'est sûr que je rentre pas. Tu comprends? Puis c'est pas de ma faute. Fait qu'au moins, j'ai pas déçu mon ami. Genre, c'est plate pour lui. Mais tant mieux parce que, man, j'ai pas dormi. Les risques de blessures sont élevés. J'ai une saison, tu sais. Puis là, on arrive, puis c'est fait. On arrive devant le stade, puis finalement, je peux rentrer. Je suis comme, 4. Fait que, puis là, maintenant, j'ai une seule responsabilité, là, c'est gagner, tu sais. Donc là, et aussi surtout pas me faire humilier. Je me dis, c'est pour ça que je me dis aussi, je dis, ces vidéos-là ont des millions de views. Ça va rester sur Internet jusqu'à temps qu'on ait l'Internet, tu sais. Tant que notre planète n'est plus inexistante. Ce serait bien que je laisse des bonnes traces. Donc là, on arrive sur le terrain. Puis là, Léo et Nathan, ils veulent get le meilleur footage, tout ça. Puis moi, il faut que je performe. Fait que là, je suis comme, damn, OK. En plus, il pleut. Fait que là, je réussis à couvrir mes affaires un peu. Il pleut beaucoup. Je mets mes cleats, je mets mes gants. Et là, il faut que je prenne une décision. Est-ce que je m'échauffe correctement, comme il se doit? Et je risque de rater la ronde où il faut impressionner pour passer à la prochaine ronde. Donc, au début, c'est vraiment free-for-all. Les 50 personnes passent à tour de rôle et ils essayent de impressionné pour avoir un des 20 bracelets de DB qui passe à la prochaine ronde ou des 20 bracelets de receveur qui passent à la prochaine ronde. Et c'était pas 20, c'était 18, 22, 18. je crois. 22. Ah, 18. 18. Donc, il y avait 18. Je savais qu'il y avait 2 de plus ou de moins et je crois que c'était 18 cette fois-ci. Vu que c'était limité à 50. Exact. Vu que c'était limité à 50, ils ont fait 18, ouais. Exact. Et je me rappelle, tu viens me voir et tu me dis, Nick, ça a l'air d'être galère pour passer. Tu sais, c'est pas une belle ligne, là. C'est genre un peu à l'arrache. Ouais. Les Britanniques, ils ont l'air un peu de se connaître entre eux dans leur communauté foot. Je sais pas si t'as le temps de t'échauffer. Donc, en vrai, je fais genre 2 back and forth de high knees. Je fais un jog back, boom, je me mets en ligne. Là, je vois que c'est actually, comme t'as dit, c'est compliqué de laisser passer à receveur pour qu'il te donne un QB pour ensuite aller faire ta rep.
C'est ça. C'est souvent la même chose dans ces événements. Nous, c'était un peu comme ça. Et de ce que j'ai vu à Londres, c'est comme ça. Je sais pas exactement comment c'est aux États-Unis, mais il y a beaucoup plus de receveurs. C'est normal. Il y a beaucoup plus de gens qui jouent receveur que DB. Il y a beaucoup plus de bons receveurs que DB aussi, je dirais. Et c'est plus DB, facile il y a d'être du un monde. bon receveur comme au début. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Et DB, il y a du monde, mais en fait, ils prennent vite peur. Ils voient qu'il y a des gars qui courent vite, des gars qui ont des moves, et c'est genre là, tu regardes la vidéo de Destroying. Dans le premier truc pour impressionner, le gars qui t'a été éliminé, dont on parlait plus tôt, il est passé 10 fois. Ouais, avant d'avoir c'est un truc de fou. Avant d'avoir son bracelet. Ouais. C'est ça. Donc, ouais, il y avait beaucoup plus de receveurs qui passaient, beaucoup moins de chance pour les receveurs, et beaucoup plus de place à DB. Ouais. Donc là, il faut que je me disais, OK, là, bon, j'arrête pas de cocher des étapes. C'est comme, OK, au début, il fallait dormir. Ah, ça va pas marcher. Là, il fallait déjeuner. OK, ça, on a réussi. Il fallait rentrer. OK, on est rentré. Donc là, la prochaine étape, c'est, OK, il faut que je m'échauffe. Oh, j'ai pas le temps. Maintenant, la nouvelle étape, c'est, il faut que je passe. Il faut qu'on me donne l'opportunité de pouvoir montrer ce que je sais faire. Donc, je me mets un peu dans le peloton. Je tâte le terrain. Je vois qu'il y a des jeunes qui sont un peu pas à l'aise. Il y a des gars plus vieux ou plus larges qui font juste pousser le monde. Je me dis, viens, je me mets entre les deux. Je gauge un peu autour de moi comment ça se passe, puis je réalise qu'il y a un gars tout en avant qui, je sais pas si c'est officiel ou non officiel, mais c'est lui qui décide qui passe ou pas. Je m'incruste tranquillement. À peu près, le temps que 10 personnes passent, j'avance tranquillement vers lui, au point où je suis juste à sa gauche. Et là, ça crie des fois, genre les QB crient « Tassez-vous, parce qu'on est dans l'espace où les QB ont besoin pour lancer. Puis quand ça dit « Tassez-vous », je dis « Ouais, tassez-vous, ouais! » Puis je m'assure qu'on entend mon accent nord-américain pour qu'il fasse comme ça. C'est qui lui, tu sais? Parce qu'on se rappelle, c'est des Britanniques. Puis quand ça fait 2-3 fois que les gars ils me regardent... Enfin, organisateur américain, mais la plupart des participants sont britanniques et ont un grand accent britannique. Exact. Donc c'est sûr, ça tape dans l'œil des organisateurs en mode « Quoi, il y a un Américain ici ?» Exact. Puis oui, il y avait quelques Allemands, quelques Néerlandais, mais ils ont des accents quand même européens. Moi, dans leur tête, je suis américain quand je parle anglais. Je pense pas qu'ils disent que je suis canadien. Là. Donc voilà. Et après, ça fait 2-3 fois que je vois qu'il me regarde du coin de l'œil, genre c'est qui lui? Je dis, OK, c'est live. C'est, hey man, I'm from Canada. I just landed today. Just want to have an opportunity to show what I got. Donc, en d'autres termes, hey bro, je viens du Canada. Je viens d'atterrir aujourd'hui. Donc, on a ajouté un peu de sauce. J'ai atterri la veille. Puis, je veux juste me montrer ce que j'ai. Et là, je vois ses yeux faire comme, hein? Et là, il processe. Genre, il me regarde pour voir si ça accordonne. Est-ce que je suis pas juste un Britannique qui sait faire un accent? Là, il dit, hey, OK, you're up next. Alright. Là, je croise un QB. Je vois, il y a 3 QB. Okay? Il y a un QB NFL Academy. Il y a un QB il porte aucun chandail représentatif, mais il a l'air... Stock. Ouais, ça a l'air d'être lui le main QB. Puis il y a un petit jeune là, avec un chandail Dream Chaser. Il a l'air d'avoir 14 ans. Moi, je choisis lui. Je m'en bats les couilles. C'est sûr que lui, il a faim, tu sais. C'est genre, c'est le QB qui... On l'a vécu en France, tu sais. Il y avait plusieurs QB qui avaient l'opportunité de lancer, au one-on-one que nous-mêmes on organisait, mais quand c'était le temps la partie éliminatoire, on a seulement pris les QB qui sont déjà établis, les QB de renom, et on leur a laissé lancer. Ouais, c'est sûr. Exact. Donc je me dis, ce jeune, il veut être dans les QB qui vont être sélectionnés. Il veut prouver. Exact. Donc il va lancer ses meilleures balles aujourd'hui. Exact. Donc je l'ai choisi lui, je vois les autres QB qui me regardent genre en mode quoi? Boum. Je disais, hey, frérot, je vais courir un corner post. Je me dis, tout le monde court des corners. Parce que là, mon but, c'est de réussir un gros jeu dès le début pour passer, tu sais. Et je me dis, tout le monde court des corners, c'est le route en one-on-one, man. Fait que si je vends un bon corner puis je repars sur un post, ça devrait être facile. Erreur. Je m'aligne, je cours mon corner. Déjà, je sais pas pourquoi j'ai outside release mon corner. Genre, si j'étais le smart, j'aurais inside release. Mais je pense qu'il jouait heavy inside, si je me rappelle bien. J'ai outside release mon corner, je cours mon corner route. Je le bats quand même très bien sur le corner. Ben, pas très bien. Oui. Je le bats assez bien sur le corner. Donc, quand je reviens pour le post, ben, il est déjà en bonne position. Okay, désolé si c'est très football, là, mais pour ceux qui comprennent. Et là, il y a un petit moment de panique. Je suis comme, ah merde, genre, il peut m'intercepter. Mais gros shout-out au petit QB que j'ai choisi. Il s'en bat les couilles, il donne une balle 50-50. J'ai sauté, j'ai fait mon catch, man. J'ai fait mon catch. Le DB était proche, il était vraiment proche de la tip, mais il a pas tip. Et puis, tout ce que je me rappelle, je suis à terre, j'ai sécurisé la balle. Je crie, genre, puis je vois Destroying en train de courir comme ça. Non, ouais, de l'extérieur, en gros, Nick, il passe, boum, gros catch en sautant et tout. De toute façon, il y a la vidéo qui joue en même temps, mais c'est le premier catch de la journée où tout le monde s'est hype, où tout le monde a couru sur lui, a couru sur Nick en mode
let's go. Ça a sauté sur sa tête en mode hey. Donc tout le monde était vraiment refait. Je me suis C'était vraiment un jeu surtout enculé impressionnant. sur le jump avec Destroying, là. J'ai sauté trop haut et... Tu verras sur la vidéo. Ok, j'avoue, j'avais pas capté, mais en tout cas, voilà, ça a lancé la hype de l'événement aussi, où c'est normal. Ce que vous voyez sur YouTube et ce qui se passe dans la vraie vie, c'est toujours moins dynamique. Bien sûr. Évidemment, et là, ça a lancé la hype, donc c'était cool. Après, il y a eu 2 tours. En vrai, le tour d'après, t'es passé contre un gars. C'était encore un tour. C'était les premiers tours éliminatoires. Ouais, donc c'était do or die. C'était pas... C'est ça. Ouais, Tu réussis ta rep où tu es éliminé et t'as qu'une chance. Donc, faut que tu réussisses. T'es passé contre un gars qui avait pas beaucoup de foot. Ouais, alors, un gars qui devait pas être là. Ouais. No offense. Ça, c'était facile. Boum, petit dig, ça catch. La rep d'après, par contre, c'est le niveau d'après des éliminations où là, on est en BO3. Donc, best of 3 in English. Le meilleur, le sur premier 3. à 2, c'est ça, t'as 3 chances, et le premier qui a 2 répétitions gagnantes passe au tour suivant. Sauf qu'ils mettent en face de toi un gars qui est un mec de la NFL Academy, et on l'avait vu plutôt genre ultra agressif sur la ligne, ultra physique. Et moi, je vois ça de l'extérieur, et je me dis, oula, je sais qu'au football canadien, il n'a pas l'habitude de se faire jam sur la ligne, press hard et tout. Et je sais pas trop comment il va réagir à toi. Est-ce que toi, t'avais cette conscience que c'était ce gars-là qui jouait physique depuis le début quand tu t'es aligné? Je l'avais pas vu autant de reps. Tu sais, quand j'ai regardé après sur YouTube, j'ai vu qu'il avait mis comme 3 gars à terre ou 2. Moi, je l'ai juste vu mettre un gars à terre. Et moi, c'était ma grande peur en allant là-bas, sachant, comme tu as dit, que je joue au football canadien avec un élan. Comme j'ai été slot, la dernière fois que j'ai joué wide receiver, c'est au secondaire. Ça fait des années. Donc moi, depuis 6 ans, 7 ans maintenant, je joue exclusivement slot receiver, donc avec un élan. Et avant même de voir ce gars-là, avant même d'aller à l'événement, quand tu m'as proposé l'événement la première fois, je me suis dit, si je me retrouve à terre sur un press, genre, je vais pas m'en remettre mentalement. Ça casse les caméras, ça vole les cartes SD. Tu sais? Fait que oui, j'étais conscient de ça, puis mais fallait que je lui donne un bon move d'un côté, puis que je sorte de l'autre, puis que je tape les mains. Puis je savais que si j'avais ne serait-ce qu'un peu un bon release, j'allais être correct. Puis t'étais bien entouré, t'avais un petit coach qui t'a pris sous ton aile c'est vrai. à partir de ce rep-là. C'est vrai. Il y a Kenny Stills, un ancien receveur NFL qui est un grand activiste du football en Europe et de la globalisation du football américain, donc shout out à lui, c'est très cool. J'ai essayé de le recruter à Tonon d'ailleurs, mais il n'a pas voulu. C'est vrai, j'étais là, il a vraiment dit non. mais ouais, c'était vraiment cool. Avant chaque rep, tu avais une petite discussion avec Kenny Stills qui, comme te disait, ouais, ok, ça c'est bon, ouais, pourquoi pas faire ça et tout. Donc c'est quand même surreal comme moment, mais sur le moment, t'es tellement comme craqué sur yo, faut que je gagne 10 000 que j'ai pas savouré ce moment-là, mais c'était quelque chose de vraiment cool. Donc ouais, j'ai couru un dig contre ce gars-là, j'ai eu la balle. C'est là que j'ai commencé à être un peu hype. C'est là que tu le vois là, dans le vidéo. Je suis comme ah! Puis après, il faut que je passe DB contre lui. Quelque chose qui me concernait un peu. Ça aussi, c'était une autre de nos craintes. Ouais. C'est que Nick a un bon DB flag. Ouais. Mais c'est pas non plus le plus gros playmaker DB que j'ai vu. Non. Je connais des gars receveurs qui passent DB qui vont faire des gros jeux. Nick, c'est pas son fort non plus. C'est pas son plus grand atout. Pour ma défense, je fais des jeux à DB, mais genre des fois, on dirait que j'oublie que je suis receveur. Genre des fois, la balle est là, j'ai l'opportunité de faire un pick, puis je le fais pas. Mais à chaque fois qu'on va à un événement que je me dis, ah bon, je vais être bon receveur, je vais être mauvais DB, je finis par être meilleur DB que receveur. Puis c'est ça qui est arrivé à cet événement-là aussi. Donc, on dirait que des fois, c'est une question d'expectation. Fait que je m'aligne à DB contre lui, où je me place comme si j'allais le press. Non, je me place comme si j'allais jouer off. Puis à la dernière seconde, pendant la cadence, je me dis non, je vais aller faire comme si je vais le press. Juste pour parce que quand tu vois que, en tant que receveur, personnellement, avant de courir mon route, juste avant qu'on snap la balle, je regarde comment le défenseur est placé et je construis mon route dans ma tête. Ah, ok, il est comme ça, je vais faire ça. Mais si à la dernière seconde, il change ce qu'il va faire, des fois, ça peut me déranger. Donc, je me dis, bon, ben, j'ai rien à perdre, je vais essayer ça. Et c'est ça, il a couru. D'ailleurs, je continue sur ça. C'est très nerd football ce que je vais dire, mais du coup, tu joues une sorte de soft press, c'est-à-dire que tu te montres un look de presse, tu descends, mais tu sors pas, c'est ça, tu sors pas tes mains pour jouer physique sur la ligne. Non, il était plus physique. Et en fait, en Europe, j'en ai parlé avec Larry, mon head coach, parce qu'on faisait un entraînement sur ça. C'est très rare de jouer de la soft press. On affronte quasiment jamais de la soft press, parce que
En tout cas, au niveau dans lequel je joue, et du coup, je suppose que c'est un peu pareil dans les autres niveaux similaires, surtout UK, etc. On affronte peu de sauve-presse parce que les joueurs, quitte à ne pas mettre les mains, ils vont descendre jouer en presse s'ils sont physiques, s'ils sont capables de déranger le route dès le début, ou alors ils vont prendre l'avantage de leur coussin. Ouais, Okay. ça fait de sens. Il y a moins ce truc où ça va jouer ce combat mental en mode ok, tu t'attends à ce que je te presse, finalement tu vas faire un move qui marcherait contre la presse mais joue de la soft press, donc je t'ai battu dans le jeu d'échecs mental. Il y a moins ça, et du coup je pense que ça a pu jouer aussi dans cette rep. C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai senti que c'était ça mon avantage overall en allant là-bas. Genre, mon plus gros désavantage, c'est que j'avais pas dormi. Et puis ça a fini par me coûter, à la fin, à mon humble avis. Le fait que j'ai pas dormi, le fait que je suis jet lag, le fait que je suis dans un autre pays, je viens de prendre l'avion, tout ça. Okay? Mais mon gros avantage, c'est pas que j'étais plus physique que les autres ou j'avais même plus de skills. C'était vraiment, je pense, mon expérience football. C'est rien pour enlever à ces joueurs européens, parce qu'il y avait des gars pas juste du UK, mais comme j'ai dit, il y avait des Allemands, des Néerlandais, tout ça. Mm-hmm. Mais je joue quand même au football universitaire et avant ça, j'étais au cégep où tous les jours, on a des meetings. Tous les jours, on fait on parle de football mental, on corrige des détails, mais des détails, mon gars. Donc, mon knowledge football est quand même, je pense que j'ai un avantage de la même manière que si un de ces gars-là était venu faire une compétition de soccer en Amérique du Nord, il serait pas un meilleur athlète que les Nord-Américains. Il y aurait juste plus de soccer dans le corps, si tu vois ce que je veux dire. C'est sûr. Et j'ai senti que c'est ça que j'ai pu utiliser pendant cette compétition-là. Donc, c'est ça, Soft Press, il a couru un comeback et je le sentais que c'était un comeback parce qu'en courant son fade, on parle de la end zone, il y a seulement 10, on était à la ligne de 10, donc il y a seulement 10 verges plus le 10 verges de la end zone. À la vitesse à laquelle il allait, je sentais qu'il fallait que la balle sorte tout de suite, sinon c'était un comeback. Comme de fait, c'était un comeback. J'aurais dû l'intercepter, mais comme Léo dit, je fais pas des jeux quand je joue des billes. Je l'ai tapé. Donc, c'était réglé, j'avais gagné mes 2 reps. Puis ensuite, je suis passé à la dernière rep. Donc, à ce moment-là, il restait 6 gars. Et donc, le gagnant... Excusez-moi, on était 5. Donc, le gagnant de la rep entre moi et ce gars-là allait être le top 4. Ce qui est chose qu'on savait pas, le top 4 allait avoir une invitation au Pro Bowl pour faire les one-on-one du Pro Bowl à Orlando de Destroying cette année et recevait une chaîne NFL Iced Out, là, une vraie chaîne, là, typique genre rap américain, là. Sauf qu'on le savait pas. Avec des diamants. Et je passe contre le gars qui a fini par gagner tout, mais surtout je passe contre le gars contre qui j'ai eu la première rep, le gros catch qui m'a permis de rentrer en phase éliminatoire, si vous voulez. C'est ça, c'est un peu son rival, tu vois, c'est Régis dans les jeux Pokémon. En gros, c'est le gars qu'il a rencontré au plusieurs stades. Il l'a rencontré au premier stade où il l'a gagné. Là, il le rencontre en presque demi-finale. Enfin, c'est quart de finale techniquement. Et ouais, première rep, tout le monde est hype, un silence. Moi, j'avais crié. C'est marrant, à chaque catch de Nick, on m'entendait crier « Let's go !» Tout le monde était un peu en mode « Mais c'est qui pourquoi il crie il se court dessus ?» Ouais, un peu trop impliqué, Léo, mais c'est pas grave, au moins on supporte. Et première rep, Nick avait couru que des digs, ok, jusqu'à présent. Exact, à part le corner pose du début. C'est ça, c'est vrai. Et là, moi, je dis, ça marche. Ils ont du mal à défendre, tu gagnes l'intérieur, ça marche. Et là, il se dit, ok, mais vas-y, je vais courir un out. Mais je suis d'accord avec lui. Genre, c'est un petit jeu d'échecs, tu vois. Mais c'est parce que je me dis que les gars sont comme moi. Et donc, la même manière que moi contre le début qui jouait physique, je me suis dit, ok, il faut absolument que je le batte latéralement. Les gars, ils vont se dire, lui, il a que gagné avec des in-breaking routes. C'est sûr qu'il va continuer à aller in. En fait, c'est là que ma stratégie m'a retombé dessus. Et ça, c'est horrible. Je me suis dit, tout le monde est logique comme moi. Depuis tantôt, je monte une tendance, je vais faire la tendance inverse. Non, j'avais dû continuer à faire la tendance. Ils ont pas remarqué. Parce que du coup, il fait le même... ils vont le tracer de la même façon. Et au lieu de partir le même in qui m'a rendu là jusqu'au début, je le cours exactement et je bats le gars à plate couture. Par contre, il faut que je ressorte. Parce qu'en fait, il décide de faire un out sans se tracer. Et même Kenny Steele, il dit, tu veux faire un out? Ça marche bien les in, t'es sûr? Je sais. Et il dit, ouais, parce que je vais faire la même chose. Mais... Et Kenny Steele, on sent, il est un peu en mode, ok, vas-y, je te fais confiance. Mais il était pas trop chaud. Non, du tout. On aurait dû l'écouter, sacré Kenny. Donc, je vends le fake in. Okay? Donc, pour ceux qui sont pas très de football, je vends un tracé vers l'intérieur. Mais au moment où je vends mon tracé intérieur, je détruis mon gars. Genre, il reste complètement à l'extérieur. Et donc, le temps que et moi, je suis forcé de ressortir parce que plus tôt dans la compétition, ils avaient dit plusieurs fois, si vous donnez un tracé, même si le tracé n'est pas là, si vous le changez, ça marchera pas. Vous n'avez pas le droit de dire, je vais courir un slant et après courir une fade, là. C'est pas comme ça. Donc, je fais le fake in, moi, je ressors à l'extérieur, il est déjà là.
Je me dis, bon, ben, tout ce que je peux faire, c'est le box-out. Donc, me mettre physiquement contre lui et espérer que le QB remarque et qu'il me lance la balle à l'opposé. Et le QB le fait, mais un peu trop tard. Donc, finalement, il y avait violation de temps. Et j'ai essayé de faire un jeu sur la balle, mais j'ai pas survécu le contact au sol. J'ai quand même essayé de vendre que je l'avais attrapé. Ouais, que t'avais fait un catch. Et Destroy, il est venu me voir, il m'a dit, ah, toi, t'as vraiment essayé de vendre, hein? Mais... Donc, bon. Donc là, c'est 1 point pour le DB, 0 pour moi. Et là, je dois passer en défense. Mais la rep en défense, finalement, tu restes presque au même endroit tout le temps. Tu vois qu'il va venir in, boum, ça le pique. Grand pic, tout le monde se hype en mode let's go! 1-1. Et là, c'est pression, c'est la prochaine personne qui gagne la rep à gagner. Et un instant, Léo Mabad, si je peux revenir sur la rep défensive, juste pour revenir à la logique que j'avais. Encore une fois, j'ai senti que ce qui m'a aidé, c'est mon football knowledge. Dès qu'il a couru son fade, la manière qu'il a couru, je savais que c'est impossible qu'il lance ce fade. Je savais pas si ça allait être un slant, ou si ça allait être un fake slant fade encore, ou un in, peu importe, ou même un hook ou un curl, là. Mais je savais que c'était pas le fade parce que il est, déjà, ce gars-là, c'est clairement un DB, c'est pas un receveur, non. Mais il est parti tellement large que ça aurait été contre-intuitif. Exact, parce que tu t'en vas trop vers le sideline. Et surtout, la vitesse à laquelle il allait. Donc, moi, je suis resté, j'ai gardé mon coussin intérieur. Et comme de fait, boum, il voulait faire un slant et j'ai intercepté le slant. Chose que j'étais vraiment content. Genre, j'étais comme, OK. Parce que moi, je pensais que ma game était, je vais pas mentir, là. J'étais comme, bon, j'ai foiré à receveur, ça y est. C'est terminé pour moi. Et là, comme tu dis, Léo, c'est le temps de... Le prochain va gagner. Et le prochain va être invité au Pro Bowl. Et le prochain va avoir la chaîne, même si on le savait pas encore. Et je vais voir Kenny Stills et je dis, bon, ben, fuck it, moi, je retourne pour mon dig. Il a pas respecté mon dig, il va pas plus le respecter live. Kenny dit, yes. Là, il est chaud, là. Et bon, long story short, man, je cours le dig. Je le bats pas de fou. Cette fois-ci, il était très proche. Et la balle est pas exceptionnelle. Elle est un peu... je trouve qu'elle n'est pas l'idée assez pour que moi, je me sente confortable de « OK, c'est bon, je l'ai battu, clair. » Elle est un peu... elle me fait ralentir un peu au point où je me dis « Merde, j'ai peur qu'il puisse venir la toucher. » Donc, la punch. Exact. Et au moment où je pense à ça, genre « Oh mon Dieu, le DB va pouvoir la toucher. » La balle frappe mon chest. Parce que comme je vous dis, j'ai ralenti pour un peu et j'ai surtout décalé vers plus comme un post pour qu'elle frappe mon chest. Et là, je prends le blâme à 100%. J'ai pas attrapé le ballon. La balle a frappé sur mon chest, touché mes mains et elle a tombé au sol. Et c'est là que je pense sincèrement, et c'est pas pour faire des excuses, mais c'est des petits catchs comme ça, c'est la différence entre avoir dormi, pas avoir pris l'avion, pas être sur décalage horaire et tout. Et j'étais dégoûté. Ouais. C'est sûr. Bah, moi aussi, un peu triste pour toi, mais en même temps très content parce que c'était une expérience de fou. Puis on a marqué les gens, enfin t'as marqué les gens, les esprits des gens, ils étaient en mode wesh, c'est qui ce gars et tout, tu vois. Donc c'est toujours cool d'être ce gars-là où tout le monde se dit waouh, franchement, il aurait peut-être dû gagner et tout. Après, avec les si on refait le monde, hein, mais c'était très très cool. En tout cas, ces événements lourds. Après ça, on a eu la chance de parler un peu avec le manager, avec Destroying qui nous a félicité et tout, pour nous un contrat en France qu'ils avaient vu. Donc, trop bien. Ils avaient vu la vidéo le matin même et ils ont dit que c'était trop bien, qu'on avait bien fait les choses et surtout, le truc qui fait plaisir, ils ont dit « Waouh, vous avez super bien organisé, il y avait des barrières et tout. » Nous, ça nous a pris je sais pas combien de temps avant de penser à ça. Donc, et on a répondu quoi? On a dit « Ben, on avait vu vos vidéos. » C'est ça, on s'est inspiré et ça aide. Exact. Donc, pour tous les gens en commentaire qui disent « Vous avez copié Destroying », oui, mais il nous a donné notre crédit, les conscients, puis c'est comme n'importe quelle industrie. Je veux dire, si t'es un industry leader qui fait bien les choses, ben, tu vas... imiter ce que tu peux, mais tu vas amener ta propre sauce, tu vas essayer de faire tes trucs. Puis un jour, si tu performes vraiment bien, ben soit vous allez être compétiteur ou collaborateur. Et là, on s'est fait proposer de collaborer. Donc, allez vous faire foutre. Wow. Non, c'est sûr. En tout cas, c'était vraiment une bonne expérience. Je vous invite à aller voir la vidéo pour voir tout le reste des activités qu'on a pu faire, rencontrer des fans, voir le match surtout qui était très cool en tribune presse. Maintenant, moi, je vais parler d'un autre match que je suis allé voir tout frais. Parce que là, je viens de rentrer du week-end à Francfort où je suis allé voir les Chiefs contre les Dolphins. Déjà une affiche de fou malade. Et c'est les meilleures accréditations presse que j'ai pu avoir. Donc, shout out à M6, à Sisplay, c'est eux qui m'ont envoyé là-bas. Grande dédicace, vraiment, ils m'ont mis bien. Pareil, cette fois-ci, je suis parti, on était 3, donc il y avait moi, il y a mon cadreur, monteur, collaborateur Nathan. Et j'ai invité Amir Kilani, qui est un de mes amis, mais qui est surtout un grand fan des Chiefs.
Et un joueur de depuis des football années. professionnel. Oui. On va quand même... Non, pas professionnel. Oui. Ok, c'est important. Et il joue semi-pro en ELF. Mais Non, il a pas un statut. toi, tu dirais que ELF s'est rendu semi-pro? Non, moi, je pense que ELF, on peut dire maintenant que c'est pro. En fait, une ligue n'est pas considérée professionnelle Donc, tant tu peux que pas y tous vivre. les joueurs ne peuvent pas vivre de jouer dans cette ligue. OK. Mais, OK. Ah. Puis Amir vit pas Mais lui, de... il peut si, lui, il en vit. Donc, c'est Alors, vrai Amir que... est un joueur professionnel. Merci beaucoup. Donc, Ok. et moi, je hype up le monde ici. Okay. Amir est joueur professionnel de football américain, donc qui était formé au Flash de la Courneuve. Ouais. Puis entre autres, qui a joué en équipe de France, au Thunder de Berlin, en ELF, et qui tout récemment est un joueur des Paris Musketeers en ELF. Un joueur explosif qui cogne, c'est un DB, c'est vraiment le fun de le voir jouer. Puis c'est ça. Maintenant, tu peux C'est ça, on était parti voir le Super Bowl l'année dernière au Grand Rex, qui est un cinéma à Paris, ensemble. Et il y avait les Chiefs, et donc j'ai plein de vidéos fans de lui des Chiefs, et je me dis, vas-y, c'est cool pour le storytelling. Genre, je lui dis pas tous les accès que j'ai, et je l'emmène voir. Je lui dis, t'inquiète, on va voir le match, tu vois. Ok, je savais même pas ça. Ça, c'est incroyable. Ouais. Donc, je l'emmène voir le match. T'inquiète, j'ai un ticket, on va voir le match. Donc, il arrive. Premier jour, je dis, venez, on va quelque part et tout. On va juste faire des plans pour la vidéo. Et on arrive au stade où s'entraînent les Frankfurt Galaxy, notre équipe ELF. En fait, c'était l'entraînement des Dolphins. Mm-hmm. Donc, on arrive là-bas, ça nous donne nos accréditations. Ils voient les gars, parce que Nathan non plus qui filmait, savait pas trop. Tu sais, c'était un peu en mode surprise. Il voit un truc Dolphins, il se dit, c'est cool. Genre, ça, on va les voir s'entraîner. Et là, boum, on commence à s'asseoir. Grande conférence de presse avec Mike McDaniel. Ouais, qui est avec qui j'ai pu discuter. Lui, il est trop chill. Donc, attends, mais d'accord, c'est le cool, petit, trop drôle. aussi, là. Ouais, c'est le head coach. Head coach est aussi des Miami Dolphins, qui est un génie du foot. Guten Tag. Exact. Là, j'étais là. Ok. Est-ce que t'étais là quand il a dit, je sais ce que vous vous dites tous? Non, c'était pas là, c'était la veille. Ça, c'était la veille. Il est fucking drôle, pour le vrai. Et il est vraiment drôle, en vrai. Là, quand j'arrive, il dit Guten Tag. Ah, désolé, j'ai passé trop de temps en Allemagne et tout. Ok, mais tu sais que tous les Allemands, genre, les commentaires partout sur YouTube, c'était le public et genre. Le monde disait mais classic Germans. C'est parce que déjà, il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient. Déjà, on était 7, ok. Mais je suis surpris de pas t'avoir entendu. On n'entend pas. En fait, c'est pour ça, les gens, le micro, il est hyper directionnel et il recorde vraiment et on n'entend pas ce que les gens demandent. Donc, le monde, ils ont bien réagi. Ouais, les gens ont rigolé, mais plus pouffé du nez. Et moi, j'étais en mode. Ça m'a pas tant fait rire. Il y a d'autres trucs qu'il a dit qui étaient vraiment plus drôles, tu vois. Est-ce que tu l'as confronté par rapport au fait qu'il vole les playbooks CFL puis qu'on ait un meilleur produit ou... Eh ben, tu sais quoi? J'avais préparé ma question. En gros, j'avais 2 questions. Mon ami Nicolas Pierre. la première, c'était, je voulais savoir... parce en fait, c'était au début, c'est conférence de presse le jour d'avant, donc c'est le vendredi. The day before. C'est ça. Mon coach aime dire c'est plus chill, ça pose beaucoup plus de questions. Il y a des médias locaux, genre en mode ça fait quoi de jouer en Allemagne, etc. Ça parle moins de foot. Ok. Et puis j'avais pas envie de genre tout le monde lui demande ça fait quoi de jouer en Allemagne, t'as mangé quoi, etc. Tu sais, j'avais pas envie d'arriver et dire ok, donc c'est vrai que t'as popularisé cette stress motion cette saison en faisant des motions petit côté, en donnant un élan à ton receveur. Ça vient du football. Est-ce que le football canadien t'a inspiré pour faire ça? Tout ce que j'entends, c'est des excuses, by the way. Sinon, est-ce que des joueurs ont participé à cette décision et cette création de nouveaux jeux? Par exemple, est-ce que Tyreek a dit hey coach, si on pouvait trouver un moyen de me mettre en mouvement pré-snap, j'aimerais bien ça. C'était ma question. Prête, écrite, envoyée à Maceo pour des corrections. Maceo qui est un de mes amis. Qui connaît vraiment bien la NFL, donc je savais pas exactement le nom de la motion qu'il utilisait, qui s'appelle Stress Motion. Et une autre question, je me dis, vas-y, il faut être un peu plus général. Et du coup, je lui demande un truc sur est-ce qu'il connaît un peu le football européen, qu'en gros, là, il s'entraîne dans la structure de Frankfurt Galaxy. Est-ce qu'il regarde du football dans d'autres continents? Là, j'aurais dû peut-être rebondir sur la CFL, mais c'est pas grave. Et est-ce qu'il il a entendu parler de l'ELF, il a déjà regardé des matchs? Et du coup, il m'a dit que honnêtement, non, qu'il savait qu'il y avait une ligue en Europe, mais qu'il n'avait jamais regardé de match, que le film qu'il étudiait en NFL prenait déjà beaucoup de temps et que sa femme allait le détester s'il commençait à regarder d'autres ligues. Exactement. Très bonne réponse. Voilà. Et je voulais reposer une question à la fin parce qu'il n'y était vraiment pas beaucoup. Il y avait genre 8 personnes différentes, même pas 6 qui posaient des questions. Et la première meuf coordinatrice média pour lui, elle a dit non. C'est terminé. Donc j'étais triste. Ouais, okay. J'étais un peu triste. Au moins, t'as posé une meilleure question que moi à Mike Vrabel. Tu sais que je me suis fait niaiser pendant au moins une semaine à Bishop. Là.
Genre, mais pas parmi... Raconte. OK. Dans le fond, au match NFL Londres, où je tiens à dire qu'on a eu une expérience incroyable, mais j'avoue qu'en regardant, pour rebondir sur ce que tu disais, en regardant vos stories à toi, Amir et Nathan pendant cette semaine, wow, ouais, vous avez eu des accès supérieurs. Genre, j'étais vraiment jaloux. Bon, si j'aurais pas pu venir de toute façon, j'avais mon match de playoff qu'on va aborder rapidement tantôt, mais my God, bro, vous aviez accès au sideline, locker room, pratique, pre-game conférence de presse, post-game conférence. Vous aviez accès à tout, ça avait l'air incroyable. J'étais trop content pour vous. Mais à notre match à Londres, on a quand même pu accéder à la conférence de presse, aux conférences de presse d'après-match. Puis, on a décidé d'aller du côté des Titans juste en se disant que ça allait être plus facile. Voilà. On pensait qu'il allait y avoir moins de monde, ils avaient perdu, tout ça. Puis, on est en Allemagne, où est-ce que oui, c'était la home team, mais... À Londres. À Londres, pardon. On est à Londres, où est-ce que oui, c'est la home team, mais on se dit, on s'en fout, les gens, ils vont... Tu sais, il y a moins le hometown truc, là, ils vont aller voir les gagnants. Donc, on a fait un move stratégique. On est allé, puis le head coach des Titans, Mike Vrabel, qui est un gars vraiment no-nonsense, là. No-nonsense head coach. C'est football. Ouais, c'est ça. Et qui vient de perdre aussi un match. Puis la saison des Titans va pas super bien. Ils enchaînaient des défaites. Et moi, je lui demande, c'est Carl Phillips, okay, son slot receiver, qui a échappé un punt return à toute fin de la première demi, qui a causé un fumble qui a été récupéré par les Ravens, qui ont pu mettre un field goal. Mettre un field goal. Donc, qui a accentué la défaite. Surtout juste avant la demi, genre, il avait qu'à faire un fair catch dans le fond. Je lui demande si c'est pas à cause de ça qu'il a enlevé son long sleeve t-shirt au retour de la demi. Parce qu'en fait, il portait un chandail manche longue, chose que moi, j'ai remarqué parce que je porte toujours des chandails manche longues, peu importe la température. Et en revenant de la demi, il avait plus de chandail manche longue, il était en chandail manche courte. Il faut savoir que Carl Phillips, je savais pas sur le moment, mais c'est d'autres personnes qui me l'ont dit qui sont fans des Titans, back here au Canada. Carl Phillips, ça fait quelques temps là qu'il y a des problèmes de fumble. De drop. De drop de punt return. Non, c'est ça, drop de punt return. Et comme je vous dis, comme vous savez quand une équipe va mal, elle est encore plus scrutinized, les gens sont plus on edge. Donc voilà. Et je demandais ça avec Vrabel, et il a dit, "This is pro football, man. We need to make plays, whether we're wearing socks, shoes, long sleeves, but genre, en gros, il a détruit ma question. Puis moi, j'étais tout content parce que mon but, c'était simplement de poser une question en conférence de presse NFL pour la première fois de ma vie. Battre Unseen Sami à la course de faire ça, sans diplôme de journalisme. Et lui non plus d'ailleurs, là, je sais pas un 10. Et voilà, et c'était surtout un dare de Léo de le faire. Et je trouve qu'il a quand même répondu, donc c'est cool. Il aurait pu juste me donner un one-word answer, non, il m'a donné une phrase. Et c'est une question que moi, je voulais actually la réponse. Tu vois? Ouais. Fait que je rentre à Bishop, OK? Mon coaching staff. Mais déjà, mon roommate est très bon ami. Il m'insulte, OK? Il me dit, oh, c'est une question de merde et tout. Je dis, t'es juste un et deux, frère. Toi, t'aurais posé quoi? Je dis, voilà, vas-y, là, t'as 5 secondes. Toi, t'aurais posé quoi? Il dit, non, mais j'aurais préparé d'avance. Je dis, non, Léo, il me l'a dit sur le spot. Fallait que je trouve puis comme même, ça. Ouais, c'est ça. Il dit, mais j'aurais pas savoir. Je dis, j'aurais posé une question technique sur le match. Je dis, vas-y, pose-la. Dis-moi, là, t'as 1, 2, il arrive pas. Je dis, voilà. Quand t'auras un peu chiant, OK, j'avoue. Je dis, quand t'iras à l'NFL, tu poseras ta question. Ah, le gars terrible. Il me dit, c'est bon, vas-y, Nick. Là, j'arrive fait que ça, c'est quand je venais d'arriver à l'appart. Là, je vais à ma pratique. Je vais voir les gars. Et là, il y a 2-3 coéquipiers qui me font un petit commentaire, genre. Je fais, c'est bizarre, là. Là, mon coordonnateur défensif, OK, il me dit, ta question était à chier, what the fuck. Et c'est là que je réalise que l'équipe en a parlé. Il y a eu une conversation, genre, ils sont rentrés au meeting. Hey, Nick, vous avez vu ce que Nick a posé à Mike Vrabel? Et que ça avait un peu insulté. Donc là, j'étais là, merde. J'avais un peu d'ego et tout. Je rentre chez moi ce soir-là. Ben Saint-Just a répondu en story à la question. Donc, Ben Saint-Just, un invité du podcast, ami du podcast maintenant, j'ose dire. Et surtout, un Montréalais qui est un starting corner pour les Washington Commanders en NFL. Lui, il a répondu en story. I know for a fact that Mike Vrabel told him to take off that shit avec plein de smiling emoji. Donc, en français, je suis persuadé que Mike Vrabel a dit à Carl Phillips au halftime, enlève ton putain de long sleeve. Et avec des emojis qui rient. Donc, c'est ça que moi, j'essayais de bring forward. En fait, je voulais voir si en NFL, est-ce que des petits détails comme ça étaient actually regardés par les coachs. Est-ce qu'un coach pouvait dire, hey, tu sais quoi, enlève ton chandail, là, t'as échappé, genre, ou est-ce que non, c'est des règles non écrites, peu importe. Donc voilà, c'était ma petite histoire. Puis je voulais me défendre ici sur le pod, fuck mes coéquipiers.
Mais ouais, cette question, ça vaut pas non plus la question que tu as posée à Derrick Henry quelques minutes après ça. Où... Franchement, je la raconte parce que c'est rapide. Derrick Henry arrive conférence de presse et ce jour-là, Derrick Henry portait du turf tape plus des sleeves. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on pose comme. En plus, ils disent genre 3 minutes avant, hey, Derrick Henry arrive. Genre, tu sais, tu dois préparer une question. Et Nick, il me regarde et moi, je suis en mode, je sais pas, moi, j'étais fatigué de la journée. Il dit, ok, je vais lui demander turf tape et pourquoi t'as joué avec du turf tape et des sleeves. Est-ce que c'est un style? Il arrive, il pose sa question. Ouais, il bégaye un peu parce qu'il s'est trompé. Au lieu de dire sleeve, il a dit tight. Mais il se rattrape. Et là, Derrick Henry, il le regarde, il vient de perdre, il est capuché et tout. Il a pas envie d'être là. Il dit, j'ai juste des turf burn. Il dit, je voulais juste pas avoir des turf burn. Mais il me regarde comme si j'étais un attardé. Là. Genre, j'ai fait... Ouais. Cool. Okay. Et là, à ce moment-là, la madame des médias a dit, OK, c'était la dernière question. Non, moi, mes questions, elles se sont pas passées comme ça. Déjà, je tiens à dire un truc, vous verrez la vidéo. Samy, comme toi, je vous allume. J'avais jamais posé de questions à des joueurs NFL jusque-là ou coach. Je sais pas pourquoi. Alors qu'en vrai, des questions qui font rire toute la salle, des questions où ça... Trop bien. Genre, non. J'ai posé des questions. Travis Kelce, Patrick Mahomes, McDaniel. OK, j'étais là. Jalen Ramsey, ok. Drôle, moi, quand j'étais présent à Londres, t'as rien dit. Donc, tant que moi, je l'ai J'étais pas timide vu. à Londres, voilà, ok. Voilà. En fait, le fait que toi, tu l'aies fait, ça m'a montré que c'était possible pour n'importe qui. Ok. Tu vois. Non, en vrai, de vrai, j'ai pu poser aussi des questions à un O-line des Dolphins, j'ai oublié son nom. Là, on est en post-game press conference ou on est dans le locker room? Non, là, je te parle de pré-game, la conférence à laquelle j'étais. Avant la game? Le vendredi. Alors voilà, c'est pour ça. En post-game, c'est pas pareil. En plus, avec une équipe perdante. Ouais. En pre-game... je suis d'accord. Voilà, merci. Mais je suis d'accord. Donc là, il va falloir que tu m'invites à un autre match NFL pour que je prenne ma revanche, c'est tout. Voilà. Il va falloir qu'on fasse ça. J'ai pu parler avec Jalen Ramsey, c'était très cool. Wow. Parce que je l'ai regardé, je lui ai dit, hey, je suis receveur aussi, je me suis fait les croiser. C'était quoi ta stratégie? Enfin, qu'est-ce qui t'a permis de revenir aussi vite? Parce que si t'es annoncé prêt pour décembre, t'es revenu, on est fin octobre. Donc là, ça lui posait des questions chiantes avant. Ouais, tu vas jouer contre lui, c'est quoi, comment tu vas défendre Tyreek Hill, etc. Tu sais, il était en mode, comme tous les autres receveurs, je m'entraînais. Donc là, boum, ça se voit, il change son attitude et il est en mode, en vrai, je te dirais, vous verrez la vidéo, mais il a dit comment il est, il est revenu vite. C'était très cool. Après ça, je leur ai fait à Nathan et à Amir qui étaient avec moi, je leur ai dit, vas-y, on va rentrer, on prend un Uber. Et là, on prend un Uber, ils voient que je suis un peu pressé. Ils disent, vas-y, frère, tranquille. Je dis, non, faut qu'on y aille. Ils disent, ok. Ils disent, mais on va où? Et là, je dis, en fait, on va faire exactement pareil, mais avec les Chiefs. Et les deux sont fans des Chiefs, ok? C'est important à préciser. Même Nathan. Et du coup, ils sont en mode, quoi? On arrive aux Chiefs, beaucoup plus de journalistes. Vraiment rien à voir. Je te dis, on était 6-8 à poser des questions aux Dolphins. C'est l'effet Taylor Swift, mon ami. Ouais, ça doit être ça, sûrement. Gros, 200 journalistes au Chiefs, donc il y a quand même une énorme différence. On voit un peu de leur entraînement avant ça, mais c'est genre, on voit 15 minutes d'activation et d'indie, tu vois. Et encore, c'est des indies de walkthrough, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, rien de très sérieux. On rentre, on attend, petite conférence de presse. Là, j'ai parlé avec Patrick Mahomes d'un truc, une dinguerie, ok? Ça a fait rire toute la salle, même lui, il était en mode quoi? Ouais, bien sûr. Fait que si tu capes, bro, je veux que tous les gens qui sont en stress, on met juste des casquettes bleues dans les commentaires de la vidéo YouTube. Okay? Je tiens à dire que toute la salle a ri. Jalen Ramsey est passé de triste à heureux. Je veux que tout le monde se rappelle de ce que Léo est en train de claim, ok? Parce que moi, j'étais pas là. Tout le reste que ce que Léo a raconté dans ce podcast, je vous confirme, j'étais là, c'est vrai. Mais là, j'ai des doutes. Non, en vrai... donc je pose ma question à Mahomes et la question c'était que Marquez Valdez-Scantling, donc il y a un receveur MVS des Chiefs, avait dit il y a quelques jours dans une interview que c'était cool pour les fans de jouer en Allemagne, mais que lui ça le saoulait, c'était beaucoup plus de responsabilité pour les joueurs, il avait dû engager un babysitter pour son chien et que c'était chiant. Et du coup moi j'ai dit ma question c'était on sait que MVS a dit ce que je viens de dire. Et Mahomes, il dit, attends, il a dit ça? Je dis, ouais, il a dit ça dans une interview. Et il dit,
Mais on s'en fout de son chien. Moi, j'ai une femme et des enfants. Il a pas dit on s'en fout de son chien. Il a dit il soucie pour son chien, mais nous, on a des femmes et des enfants. Et là, toute la salle a explosé de rire. Et je dis en vrai, au-delà de ça, genre, tu penses qui est le plus happy et qui est le plus content d'être ici? Et du coup, tu te dis, c'est une bonne question. En vrai, tout le monde est content. Moi, je suis content et tout. C'est média training. Ouais, mais le plus content, c'est McKinnon. Il aime trop voyager. Il est là dans le bus. Il regarde et tout. C'est vraiment lui qui est le plus content. Donc ça, c'était cool. J'ai pu dire à Travis Kelce félicitations pour ton podcast. C'est cool, c'est fou que. J'étais à ça de le lancer sur ça. C'est fou que autant de gens écoutent ça parce que ça venait enchaîner 5 questions sur son podcast, tu vois. Mais c'était les interviews de groupe. Donc il y avait Travis Kelce, il y avait Butker, le kicker, il y avait le safety Justin Reed et il y avait Chris Jones. Donc belle line-up, tu vois. Et. Donc je pose, et là je pose ma question au groupe. On pouvait poser soit personnellement, soit au groupe, et je demande au groupe si vous pouvez faire un podcast. C'est la question de Samy que j'ai volée. Si vous pouvez faire un podcast avec 2 joueurs actifs dans la NFL, vous prendrez qui? Samy va mettre une coche. Mais elle est bien cette question. Tout le monde parlait de podcast, il fallait que je rebondisse sur un truc podcast. Et il n'y a que Chris Jeune qui a eu le temps de répondre, parce qu'après le coordinateur de média il a dit c'était fini. Mais il a dit lui et Travis Kelce, donc pas une réponse de fou, mais c'était marrant, ça a fait rire la salle aussi. Et voilà, en vrai c'était ça. Après, vous verrez la vidéo, on en reparlera peut-être dans un épisode plus détaillé, mais on est allé au match. Le match mérite un épisode tellement il s'est passé de trucs. Ah ouais. C'était incroyable. Puis on me parlait, je sais pas si j'en ai parlé exactement sur le podcast, si on en a parlé dans la partie Patreon avec Samy. Donc allez l'écouter, mais je vous fais un résumé rapide. Quand je suis parti avec Samy voir la NFL et tout aux États-Unis, on a fait des trucs qu'on savait qu'on n'avait pas tant le droit de faire, mais on s'est limité un peu. Samy, moi je suis un peu un mec, vas-y on s'en fout, mais Samy il est un peu en mode on respecte les règles, mais moi je suis quand même de son côté, genre vas-y on respecte les règles. Avec toi à Londres, on était 3 et tout, on a quand même respecté les règles, de toute façon c'était assez limité et tout. Mais avec Amir, à Francfort, on avait accès au terrain jusqu'au pré-game quand ils ont viré tout le monde. Genre une demi-heure, 1 heure avant le kick-off. Et là, Amir, il dit, mais viens, on essaye de rester. Et là, on reste. On se fait pote avec une meuf de la sécurité trop gentille. Parce qu'elle nous avait vu checker des joueurs. Elle avait dit, en vrai, c'est trop dur d'être la sécurité. Moi aussi, j'ai envie d'aller prendre des photos avec les joueurs, de les checker et tout. Et on reste juste tout le premier drive. Genre, premier drive, on était sideline et tout. Elle était allemande, la madame de sécurité? Ouais, elle était allemande en plus. Waouh, fait que tu détestes les Allemands? Non, bah ça va, ça dépend lesquels. En vrai, non, je vais dire, tout le monde a été super gentil sur la touche, partout. Il y a des moments où ça savait pas trop à quoi nos accréditations correspondaient. Tout le monde super, super gentil. Sur le stade, c'était vraiment trop bien. Voilà, et après il s'est passé des trucs cool à la fin, mais j'en parlerai dans le moment qui m'a redonné foi en l'humanité. En tout cas, ce match était incroyable, j'ai hâte de vous sortir la vidéo, et bien sûr je redétaillerai ça parce que ça mérite vraiment au moins une bonne heure de toi qui me poses des questions sur ça et des détails que je... Non mais genre si on se lance, genre je sais que tu vas me demander des trucs et tout, ouais. Donc ça méritera son épisode dédié, donc pensez à vous abonner sur toutes les plateformes, c'est important, c'est très important. Passons à des petites news d'actualité. Toi, t'as joué ton match de playoff cette semaine? Bien sûr, sinon je serais là, j'aurais remplacé un... Non, je rigole. C'est ça. Ouais, on était en quart de finale demi-finale. On était en demi-finale et US. Donc le gagnant des 2 demi-finales partait au Lonely Bowl, qui est le championnat de notre conférence de foot universitaire canadien. Et... ouais, c'était contre Mount Allison. C'est la seule équipe autre que... Donc, nous, cette année, on est 6-2 en saison régulière. Donc, les seules 2 défaites, c'est contre SNFX, qui est la grosse équipe, là, comme on en a déjà parlé, qui n'a pas perdu en saison régulière dans notre conférence depuis 2019. Là, on jouait Mount Allison, qui est la des équipes qu'on a battues, et la seule équipe qui nous avait donné un match serré. Il faut savoir qu'on les avait joués la semaine d'avant, en saison régulière. Oui, ça faisait... Dernier match de saison régulière, Mount Allison. Premier match des playoffs, Mount Allison. Des fois, ça arrive. Et... on a mal commencé, man. On est allé à la demi, si je dis pas de bêtises, 14-3 ou 14-0, un truc comme ça pour eux. Et... 15, je crois. Ouais, et le vibe était pas bon dans le locker room, bro. Tu vois parce que c'est une équipe qu'on devait battre. C'est une équipe qu'on était plus talentueux qu'eux. La semaine dernière, on les avait quand même frappés. Et notre head coach est rentré, man. Il a fait ses speech, vraiment, je pense le meilleur speech que j'ai entendu coach Sheriff Nicolas faire. Et en gros, il nous a dit, vous avez joué la pire half de foot de toute l'année. On joue pas notre foot en ce moment, vous jouez serré, vous jouez avec une peur de perdre, je vous comprends pas. Il est en train de crier là et tout. Puis là, il dit, mais, genre, il passe d'un cri à, mais,
Tout le monde rit. Bonne nouvelle. Genre, avec une voix super apaisée. Il dit, mais bonne nouvelle. Vous avez joué votre pire half de foot et on perd par moins de 2 possessions. Et là, il se remet à crier, donc là, on va jouer notre football et on va les péter. Là, bro, boum, 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 ça sort. Faut savoir que moi, ça fait 2 matchs que... Les 2 derniers matchs de la saison régulière, j'en avais parlé un peu dans le dernier épisode ensemble. J'ai eu des échappées que j'échappe pas. Genre vraiment là, des wide open balls. Ouais, des drops wide open qui c'est pas mon identité de joueur. Puis ça commençait vraiment à creuser dans ma tête parce que tu le sais, jouer receveur, c'est une question de momentum. Puis autant que tu peux avoir un momentum comme ça où t'attrapes tout et tu penses que t'es invincible, ben dès que tu commences à échapper un peu, tu tombes dans une spirale négative. Et là, j'avais tout fait cette semaine pour pas que ça arrive. Genre en pratique, j'étais sorti 30 minutes avant chaque pratique. J'avais fait des ball drills. Tout seul, mais aussi avec mon coach de position. Avant la game, moi, tu sais, je sors jamais pour l'activation facultative. Je suis sorti en activation, j'ai fait les trucs là qu'on avait appris avec en France. Ouais. Là, avec Lydia, avec Neuroconnexion. Neurotrainer, je pense que ça s'appelle. Ou en tout cas, c'est ça. On va mettre sa page, bien sûr. J'ai fait de l'activation neurologique. J'ai mon petit skills trainer là. Tu sais, rouge, jaune, j'ai travaillé avec ça. J'ai attrapé au moins 100 balles avant que la game commence. Pour que la première balle qu'on me lance du match, en entier, wide open. Ouais, un fake flat slant, je l'échappe, mais comme ça, là, devant mon banc, devant tout le monde. Et là, gros, pas de mentir, je me suis, genre, tu sais, quand on dit des fois, t'es tout seul dans ta tête et tu te parles vraiment mal, là, je me suis presque jamais autant mal parlé. Je me suis dit que j'étais une fraude, genre, je méritais pas de jouer, que mon remplaçant devait embarquer, que à tout moment de toute façon les coachs allaient me sortir et tout. Et mes coéquipiers beaucoup de mes coéquipiers sont venus me parler. Je vais pas en parler tout de suite parce que c'est mon moment qui m'a redonné foi en l'humanité. Et j'ai enchaîné le match avec j'ai enchaîné le reste du match, 5 targets, 5 catch, un touchdown. Je nous ai lead en réception et en yards pour ce match-là. Puis j'ai aidé à la victoire avec un touchdown. Donc ouais, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Puis là, je suis 100% en confiance pour notre finale de conférence qui s'en vient. Fun fact, en 2021, ma rookie year, l'année où j'étais All-Star, où j'ai eu vraiment une belle année avec notre head coach à l'époque qui était aussi pas notre aussi actuel, où notre offense globalement elle allait moins bien, mais moi, c'était vraiment, ça se passait super bien pour moi. On est allé au Lonely Bowl, puis on a perdu contre Saint-FX à Saint-FX. L'année dernière, on se fait éliminer en demi-finale par Mentalison, justement. Puis là, c'est la revanche. 2 ans plus tard, moi et les gars de cette cohorte-là, on retourne dans le même endroit pour le même match. Puis on va aller chercher ce qu'on mérite. Voilà. Le couteau entre les dents. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Je vous souhaite toute la réussite. Je t'avoue que moi, de mon côté, donc je regardais en live, je vois un des premiers jeux, le drop. J'étais pas bien, donc toi, j'imagine pas quand t'étais. Je sais que ça faisait 2 matchs où il y avait t'as eu des drop issues qui sont rares, plus Londres drop issues. Donc là, je commence à faire des théories. Putain, mais il est maudit depuis Londres, en fait. Je vais pas te mentir, mais moi, c'est parce que c'est depuis que je suis revenu de ce voyage-là que ça se passait, je suis d'accord. C'est ça, donc j'étais en mode non! Mais finalement, le match, il s'est super bien passé après. Fallait te démarrer. Et puis, de toute façon, c'est ce que j'ai dit. Chaque catch, ça disait « I'm back ». J'ai regardé le match avec Amir et Nathan et ils disaient première mi-temps, ah ouais, c'est un peu lent, genre c'est mou, tu vois. Et on regarde la deuxième mi-temps, que des trucs explosifs et tout, ils disent wesh. Et je dis, les gars, c'est Bishop, c'est un diesel, ok? Mais alors, des fois, c'est un diesel. Il faut laisser le temps de démarrer, mais quand ça démarre, là. Donc, c'était cool à regarder. On a vraiment joué du bon football. Non, t'as tout à fait raison. Puis, fun fact, attends, le podcast sort quand? Jeudi. Non, j'ai pas le droit de le dire. Ok. Ouais, j'ai pas le droit de le dire, mais tu vas être vraiment content. Je vais le dire sur Patreon. Je vais le dire sur Patreon, mais il y a une très, très, très bonne nouvelle par rapport à ce match-là. Qui s'en vient. Ok, si vous savez pas, on a une page Patreon sur lequel on a à chaque sortie d'épisode de l'exclusivité, du contenu en plus, du contenu bonus, que ce soit entre nous, avec des invités. Vous pouvez nous supporter à partir de 4 € par mois. Il y a aussi plein d'autres bénéfices, tels qu'un accès en avance sur notre merch, des réunions avec nous, notre merch nous poser des questions. N'est pas encore sorti, faites pas de false advertisement. Ok, quand notre merch sortira, promis, vous aurez des promotions et un accès en avance. On est en train de travailler fort dessus. Exactement. Ça s'en vient, c'est ça. Vous aurez les releases en avance ou des promotions en avance, des trucs comme ça.
Et même récemment, vous avez pu choisir le titre. Donc, vraiment... C'est notre petite communauté. C'est là que quand on a des questions, on n'est pas sûr par rapport à quelque chose, on veut essayer un nouveau concept, on veut discuter, c'est là. En plus, les 2 tiers les plus hauts ont des shout-outs à chaque épisode. Le tier le plus haut a une rencontre par mois où est-ce que c'est moi, Léo et les gars du tier le plus haut, on discute de ce que vous voulez, etc. Donc, c'est vraiment juste... c'est parfait, ça nous permet de nous supporter. C'est là ça permet d'assurer la pérennité du podcast, nous assurer de faire des projets plus nice et voyager pour le podcast quand il faut, quand les guests peuvent pas se déplacer. Puis, en même temps, ça vous donne des petits accès. Donc, voilà. C'est ça. Et puis, en plus, vous pouvez même rejoindre gratuitement et on met quand même des posts pour les gens qui ont un abonnement gratuit. Donc, franchement, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vais en profiter, du coup, pour remercier tous ceux qui nous supportent au plus haut niveau, les hooligans et les fans, comme on les appelle. Donc, merci à Geoffrey, Nicoche, Aurel, Hugo et Jules. Attends, j'en ai oublié. Jules, Théo et Thib, merci beaucoup de nous soutenir, ça fait super plaisir. Et si vous voulez nous rejoindre sur Patreon, n'hésitez pas. Yes, sir. Moi, je veux revenir aussi sur un truc, je vais t'avouer quelque chose, ça va te rendre triste, mais j'ai pas vu toutes tes targets, ok? J'en ai vu quelques-unes, mais il y en a quelques-unes que j'ai loupées parce qu'il se passait un événement historique au football québécois pendant que je jouais ce match. Laval jouait Concordia en demi-finale. Et Laval a failli perdre. C'est parti en overtime contre Concordia. Je suis conscient de ça, on en parlait, mais comment tu as eu accès à ce match-là? J'ai trouvé, DM-moi sur Instagram si vous voulez, une façon de regarder TVA Sport gratuitement en France. Okay. Donc, trop content. Finalement, après des années de recherche, etc., j'ai trouvé. Et j'allume parce que je sais que les Carabins jouaient et je voulais voir un peu les Carabins en même temps que Bishop, tout ça, tu vois. Et là, je vois 24-24 Concordia Laval. C'est quand même Laval qui a gagné à la fin, mais quel vent de fraîcheur pour le football universitaire de la RSEQ. Je suis d'accord. Avant d'aborder ça, juste un instant, les 2 matchs étaient sur TVA Sport? À la fois le match des Carabins et le match... Ouais, mais c'était back-to-back en gros. Ah, ok. Et nice. vu que c'est parti en overtime, ils ont dépassé sur l'horaire. Ok, cool, c'est juste ça, je voulais savoir. Oui, on était conscient de ça. Triple overtime, si je me trompe pas. Puis, entre Concordia et Laval, puis ça a fini par être une victoire de Laval. C'est super cool pour le foot québécois. Puis le fan de football québécois en moi est trop content. Même j'aurais voulu voir le upset, malgré que j'ai des amis des 2 bords. Puis je leur souhaite la victoire des 2 côtés. C'est juste le fun de voir un vent de fraîcheur. Je pense que ça fait 19 ans de suite que Laval et Montréal se retrouvent en finale du football universitaire québécois. Non, Moi, en fait, la streak a été brisée, je crois, en 2013. Okay, Sherbrooke est passé. Oui, je me rappelle, j'étais là. Mais ça fait 19 ans que Laval y était. Ok, c'est ça. Bon, voilà. Ça fait 19 ans que c'est Laval. Donc là, ils y vont encore, je pense, pour la 20e année. That being said, si je peux faire un hot take, ok? En tant que... Oui, je suis fan de football universitaire québécois, mais je suis avant tout un fan de l'Université Bishop et de son programme de football. Et pour nous, ok, pour la pérennité de mon programme, c'est tout à notre avantage que le monstre à 2 têtes reste le monstre à 2 têtes. Si tu vois ce que je veux dire. En gros, plus Laval et Montréal sont dominants au Québec, plus Bishop, selon moi, est attrayant pour des jeunes Québécois. Selon moi. Hein. Puis là, by the way, je tiens à dire un truc très important. C'est pas le point de vue de mon coaching staff, quoi que ce soit. C'est le point de vue de Nicolas Piermas. Okay? Donc, je suis indépendant sur ce point de vue. Okay? À mon humble avis, c'est mieux que en ce moment, quand Sherbrooke, on voit qu'ils ont une année où ils n'ont même pas de victoire, ou je pense qu'ils en ont eu une contre McGill. Ouais, contre McGill. Ou non, ils ont perdu. Ils ont perdu contre McGill. McGill. Ils ont eu une victoire, une défaite contre McGill. OK, pardon. Donc, Sherbrooke qui finit 1-7, OK, puis qui finalement va en playoff avec le dernier seed, puis se fait éclater par Montréal. Ben, comme c'est l'université la plus proche de nous, ben, c'est sûr que nous, ça nous aide dans le recrutement. Nous, on a fini 6-2 dans une autre conférence, certes, mais tu vois ce que je veux dire? Et notre match était hyper serré. Ça joue des matchs en plus, etc. Exact. McGill, malheureusement, 1-7 aussi. Tout ce qui nous manquait, nous, c'est Concordia. Moi, en fait, à mon humble avis, j'aimerais qu'on arrive à un statut à court terme que si c'est pas Montréal ou Laval qui te recrute, et quand je parle de recrutement, c'est pas ouais, viens faire une visite et tout. Moi, ils m'ont recruté, mais légèrement. Moi, je te parle, s'ils n'ont pas un plan concret pour toi, que tu te dises, ah ben tu sais quoi, moi je m'en vais à Bishop, puis on va aller faire quelque chose dans les Maritimes, puis on va aller beat the odds, puis on va prendre le backdoor jusqu'à la vanille. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que se battre pour être 3e en RSEQ toutes ces années-là. Tu comprends? C'est sûr. J'entends ton take, mais c'est un take de mec qui joue à Bishop. Ah, même si je supporte Bishop, en vrai, moi, je suis content qu'il
il y ait une troisième équipe qui donne de l'adversité. Concordia a donné leur seule défaite de la saison régulière à Montréal. Ils ont failli battre Laval en demi-finale RSEQ. Donc c'est quand même cool. Curieux de voir comment va évoluer ce football les prochaines années. Et voilà, on verra bien. Puis à la fin de la journée, là, j'oublie mes allégeances Bishop. C'est toujours bien de voir de la parité dans le sport universitaire. Puis plus la RSEQ est compétitive, ben, plus le football U-Sport est en santé. De la même manière que c'est cool de voir que la AUS commence à être compétitive. Elle a souvent été très compétitive à l'interne, mais je veux dire que ça faisait quelques années que SaintFX c'était un peu comme l'équipe du dessus. Puis là, nous, justement, on est allé en triple overtime contre eux. Puis là, on va aller les upset au Lonely Bowl. Donc, j'espère. C'est sûr que... Non, je suis bien content pour le foot québécois. Puis j'aurais voulu voir ce match-là si on n'était pas en train de jouer pour nos propres têtes. Ouais, c'est sûr, c'était très cool à regarder. Un autre truc lié au foot, cette semaine, je sais pas si tu as pu voir ça, je sais que tu suis pas beaucoup la NFL, mais les Vikings ont perdu Kirk Cousins la semaine dernière, donc leur quarterback, c'est un peu triste, et il s'est rompu le tendon d'Achille, et ils ont trade pour Joshua Dobbs, qui est un QB qui sort de Tennessee et qui était backup quarterback aux Cards. Il a joué aux Cards cette saison quand Kyler Murray était blessé. Il a d'ailleurs battu les Cowboys, alors qu'on disait que les Cards étaient la pire équipe de la ligue. Mais bon, c'est la NFL. Il se peut se passer tout. Et cette semaine, il a été trade à... C'est un truc incroyable. Hein. Il a été trade aux Vikings. Il n'a fait 0 entraînement. 0. Il a répété les snaps. Il a répété sa cadence de snap pour la première fois avec le centre sur la sideline du match. Et en warm-up du match des Vikings, qui jouaient les Falcons, je crois. Je suis pas sûr, attends, je dis de la merde. Mais en tout cas, il a joué ce match et il a remporté ce match. Donc c'était incroyable. C'est quoi ton avis sur ça? Genre, je suis curieux de voir ça. Moi, j'ai toujours dit, ouais, le football américain, c'est pas un sport où tu peux arriver et pas avoir fait... Genre, là, tu vas dans n'importe quelle équipe de soccer, tu peux jouer un match... Et bien sûr, tu vas être beaucoup moins bon parce que tu n'as pas tous ces talents, mais tu vas comprendre où te bouger et tout, etc. C'est de l'instinct. Là, le foot, c'est que des répétitions, c'est tout un art, entre guillemets. Et lui, il arrive au quarterback, la position la plus importante du jeu, et il ne s'est pas entraîné et il gagne le match. Ouais, non, j'avais vraiment pas suivi ça. C'est pas que je suis pas à la NFL, mais je suis à un point dans ma saison où j'ai assez de football dans le corps et dans le cerveau pour en consommer plus. 31-28 contre les Falcons, il a gagné. Et les Falcons sont-ils bons cette année? Ça va. OK. C'est ça. Fait que c'est pas que je suis pas à la NFL, c'est juste que je la suis pas maintenant. Dès que la saison va terminer, je vais prendre 2 semaines genre sans foot du tout, puis ensuite c'est là que je rentre dans le foot, puis là c'est dans la NFL, puis là c'est le début des playoffs souvent qui arrivent, puis là c'est le fun. Mais j'avoue que en plein automne, surtout novembre là, quand ça commence à être les playoffs U-Sports, je peux t'assurer que la NFL c'est la dernière de mes soucis. Ceci étant dit, pour répondre à ce truc incroyable, la seule fois que j'ai entendu parler de ça, OK, à la position QB, fun fact, c'est quand moi j'étais au secondaire. En secondaire 5, OK, donc en première. Ouais. Mm-hmm. OK, première pour si j'étais un lycéen, parce qu'au Québec, il n'y a pas de terminale. On va au cégep. On a 1 an de moins que vous de lycée, si tu veux, high school, secondaire. Donc, mon équipe était undefeated. Okay, mon année secondaire 5, on était undefeated. On avait gagné tous nos matchs de saison régulière, sauf un. On l'avait tie contre l'équipe qu'on a fini par aller battre en finale. Okay? Là, c'était le dernier match de saison régulière. Donc, on avait l'opportunité d'avoir une saison avec un tie et que des victoires. Sauf que notre head coach, il a décidé d'être stratégique et de bencher tous nos starters juste par souci de les rest. Tu comprends? Il se disait non, on va vraiment viser un championnat. On n'était pas un programme qui était habitué là, d'avoir une saison undefeated. Il disait on s'en fout. Nous, on va aller chercher ce championnat. Et donc, il faut savoir que le QB, c'était son fils. Okay? Et son fils avait peut-être une commotion. C'était un peu... Donc, il s'est dit, moi, je vais sit mon fils, mais je vais aussi sit la starting O-line, les starting receivers, la starting defense. En même temps, ça va donner à des gars qui ont travaillé toute l'année, qui nous ont permis de faire un bon scout team, des practice warriors, si tu veux, d'avoir une chance de jouer. Sauf qu'on n'avait pas de backup QB, on a un petit secondaire. Donc, ils m'ont dit, Nick, tu vas jouer QB. Sauf qu'on a pris cette décision officielle, fouille-moi pourquoi, le jour du match. Donc, mes premiers snaps, c'était en sideline pre-game. Ma cadence en sideline pre-game, tout ça. Et on avait vraiment une équipe supérieure à l'équipe en face, même avec notre équipe 2. Puis on a fini par perdre sur le dernier jeu du match. Ah oui. Puis là, on parle de foot secondaire. OK?
Fait que le fait que ça a été pull-off en NFL, c'est ridicule. Tout C'est ce que incroyable. je peux me dire, pour peut-être rendre ça un peu moins fou, c'est que j'ai pas suivi là, mais là je spécule. Je peux pas croire qu'il n'y a pas eu un package particulier. Je peux pas croire que le OC des Vikings a pas parlé avec ce QB au téléphone d'avance pour lui dire, OK, c'est quoi que tu fais au Oui, bien Cardinals? sûr. Viens, on va utiliser ta terminologie. Genre, je peux pas croire qu'ils sont pas ajustés parce que je me rappelle, par exemple, il y a quelques saisons, je pense, OBJ venait de... Non, c'était pas Odell, mais il y a un receveur... Genre, je sais que parfois, quand des receveurs sont trade en pleine saison NFL, ils sont utilisés en ISO. Ouais. Puis on Mais fait un receveur, juste... c'est plus simple. Exact. Tu tags le tracé qui va courir, etc. Mais là, Exact. du coup, pour avoir fait mes petites recherches, déjà, il faut savoir que Joshua Dobbs, il est diplômé en ingénierie aérospatiale. Ah! Voilà. C'est pas un débile. Donc, non, c'est loin d'être un débile. C'est un génie. Il a d'ailleurs travaillé, je sais plus exactement sur quoi. Il a développé un truc avec la NASA hyper intéressant. Et là, j'ai vu qu'en gros, le offensive coordinateur des Vikings, pendant les 30-20 secondes où ils ont le temps de parler, il lui breakdown tous les jeux. Il disait, OK, appelle le jeu 15. Et il lui dit, OK, ça va être ton read. Et c'est ça comme concept. Et voilà. Et après, il joue le jeu. Ouais, fait qu'en gros, il disait le nom du jeu dans la terminologie des Vikings pour qu'ils puissent le dire aux autres joueurs. Puis après, il lui expliquait c'était quoi le jeu dans la terminologie football général. Genre, en gros, là, tu vas avoir un flood concept à droite, à gauche, tu vas... OK. Bah, c'est très smart. C'est quand même assez incroyable. Je rêve que la NFL sorte un mic'd up ou un behind the scene ou un truc comme ça de ce match. Ça pourrait être incroyable à voir. Mais voilà, en tout cas, c'était très très stylé. Genre, j'ai trouvé ça, c'était très stylé. Puis la honte pour le DC des Falcons, mais la honte. Ouais. Tout le defensive staff des Falcons, waouh, vous êtes pourris, dog. Eh oh. Ben là, frérot, Chris. C'est fou. Non, là. Franchement, assez incroyable. On va gentiment passer sur notre segment de fin. Est-ce qu'il y a un autre truc dont tu voulais me parler avant ça? Non, je vais t'en parler sur Patreon. Ok, très bien. N'oubliez pas de rejoindre Patreon pour savoir ce que Nick voulait aborder. Si vous n'êtes pas familier avec ce podcast, on finit toujours, que ce soit avec nos invités ou avec nous, par parler de notre pet peeve de la semaine, un petit moment qui nous a agacé, énervé, et le moment qui nous a redonné foi en l'humanité. Nick, je vais te laisser commencer avec ton pet peeve cette semaine. Merde, je vais te relancer direct. Je te donne la balle parce que je l'ai pas en tête, mon pet peeve. Je suis trop positif cette semaine. Ok. Tiens, je vais trouver le mien. Désolé. Ok. Mon pet peeve, il est assez simple et assez court. Les amis, je suis allé en Allemagne et je pense que j'ai peut-être déjà dit ce pet peeve, mais c'est un truc qui me traumatise à chaque fois que je vais en Allemagne. C'est que les Allemands qui ne parlent pas anglais, ça arrive. En France, on est les premiers à pas tous parler anglais. Mais la plupart des Français vont avoir le niveau de dire no English, English no. Ok? Ou juste d'être là en mode. Tu sais, ça devient une situation gênante. Les Allemands, ils ont pas ça. Les Allemands, ils arrivent et on te parle en allemand, tu dis « Oh, I'm sorry, I don't speak German ». Et ils vont continuer à t'enchaîner et en s'énervant en allemand. Ok, mais vraiment. Et ils s'énervent et ils vont pas changer de langue. Donc moi, je trouve ça chiant. C'est un truc très allemand d'avoir rencontré d'autres personnes du staff de la NFL, d'autres personnes qui ont vécu en Allemagne, etc. Ils ont le même avis que moi, je sais pas pourquoi. Pas tous les Allemands, évidemment, mais il y a quand même une bonne partie d'Allemands qui fait ça. Des Allemands qui font ça. Et on est même tombé sur un gars dans un magasin où je lui demande un truc en anglais. Il me dit... il m'enchaîne en allemand et je dis « Oh, I'm sorry, I don't speak German ». Alors, je venais de lui demander en anglais, tu vois. Et il me redit un truc en allemand. Et là, je regarde les gars, je dis « Wesh, il se fout de ma gueule, là ». Et il dit, en anglais, dans un anglais parfait, nickel, il dit « Hey, t'es en Allemagne ici, on parle allemand ». J'étais en mode « Ah ». Ok, bon, bien sûr, je suis tombé sur une mauvaise personne, hein. Tous les Allemands sont pas comme ça. Mais voilà, c'était mon pet peeve de la semaine. J'étais juste anti-allemand. C'est tout ça. C'est juste ça que j'allais dire, c'est genre ton bif. La Deuxième Guerre mondiale est les mal passés pour toi. J'ai hâte de la revanche. Wow! Non, mais c'est horrible, c'est une blague, évidemment. Mais non, pas tous les Allemands, il y en a que j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup cette expérience c'est chiant. Et je comprends les Anglais qui arrivent dans des pays et qui disent ouais, tu parles pas en France, et qui disent ouais, en France c'était chiant parce que personne parlait anglais. Et je comprends. C'est fou, hein. Genre, je veux dire un truc, genre, si mettons que. Tu sais, là, c'est parce que c'est un pays occidental et même un pays du G7. Mais genre, mettons que tu disais, genre, change pour Mexicain, ok? Ouais, mais j'aime pas les Mexicains, c'est pas tous les. Genre, ce serait tellement raciste. C'est vrai, je suis totalement d'accord.
Voilà. Sauf que là, voilà, c'est l'hypocrisie Ben, c'est pas hypocrite, mais bon, t'as capté. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on peut pas dire. Donc... Mais j'ai pas dit que j'aimais pas les Allemands. J'aime pas cette attitude... J'aime pas cette attitude de t'enchaîner en allemand quand ils savent que tu comprends pas l'allemand. C'est tout. Je vois. Mais ils font des trucs très bien. Oui. Comme leurs saucisses. La saucisse était bonne. La nourriture au match NFL, incroyable. Ça a éteint... Eux, ils ont fait un vrai truc. La nourriture, quand on était à Londres... Dégueulasse. Londres, la nourriture était pas bonne. Ils ont voulu faire un truc anglais un peu huppé. Non. On en a parlé déjà. Les Allemands, ils savaient que c'était un match de football américain. Ils ont fait des chicken strips, là, des trucs de poulet frits et des mac and cheese. Mm-hmm. Incroyable, trop bon, trop bien fait. Et puis, un autre truc très positif aussi de l'Allemagne, c'est que tu marchais partout dans la rue. T'allais dans n'importe quel hôtel, n'importe quel restaurant, tout le monde savait qu'il y avait la NFL en ville. Tout le monde portait des maillots. Genre, c'était un truc de fou. Les gens à l'hôtel disaient « Ah, il y a du monde ce week-end, c'est le week-end de la NFL. » Dans les restaurants, ils disaient « Ah, vous êtes là pour la NFL. » Genre, choquant. Choquant. Toute la ville est au courant, vraiment. Non, mais l'Allemagne adore son foot américain, on le sait. Oh oui. Londres, en fait, je pense que c'est la raison pourquoi la NFL le target autant, c'est que c'est le plus gros bassin anglophone hors Amérique du Nord. C'est tout. C'est pas culturel, c'est juste beaucoup plus simple. C'est sûr. Pour les Américains de market à leurs joueurs, à leur fanbase, et même pour justifier à eux-mêmes. Regardez, ça parle anglais. Il n'y a pas de barrière de la langue. Mais on sait tous que la réalité en termes d'engouement, pur engouement football, c'est que hors Amérique du Nord, c'est l'Allemagne qui domine. Moi, je te dirais, lors de l'engouement pour le foot américain dans la planète, c'est les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Allemagne. C'est l'ordre. Ouais. Puis peut-être que l'Allemagne pourrait même battre le Mexique, je sais pas. On a parlé avec un truc fou qu'on a croisé, le responsable de Fanatics. Mm-hmm. Donc, il y a le site qui vend du merch pour le sport, et notamment la NFL. Et lui a dit que c'était en Europe, c'était vraiment, il y avait une différence de marché. Mais à Londres, ça vendait beaucoup plus de gear NFL que dans les autres pays. C'était Londres, Allemagne, France, Italie, Espagne, dans l'ordre. Top 5. Mais là, on parle d'achat de gear. Ouais, d'achat de merch lié à la NFL. Mais je pense que ça aide à être... c'est un peu significatif. Oui, mais ça, après, rappelle-toi qu'il y a eu beaucoup plus de matchs à Londres. Mm-hmm. Donc, d'opportunités, de justification d'acheter un jersey parce que je m'en vais à un match qu'en Allemagne. Mais si moi, je me base absolument sur aucun fait, aucune stats autre que mon feeling, sans stress. Mais si je devais parier sur the cultural significance that American football has, donc tu peux me traduire ça, merci. La culture, l'importance du football américain dans la culture d'un pays. Exact. L'Allemagne est beaucoup plus élevée que le Royaume-Uni. Je suis d'accord et c'était franchement une bonne expérience. Et comme j'ai dit, malgré ces quelques trucs qui arrivaient avec des Allemands, tous ceux qui travaillaient là-bas, tous les gens, ils nous ont super bien accueillis, ils ont tous été gentils et tout. Donc, ouais, fais ta job de PR, va pas te faire cancel. Bravo Léo! Exact. Ouais. Bien joué. Donc, moi, mon pet peeve de la semaine, c'est un sujet un peu sérieux. Dans le fond, malheureusement, le gouvernement québécois a passé, je sais pas si tu as entendu ça, Léo, a passé maintenant un mois, un projet de loi qui ferait que les frais de scolarité pour les étudiants universitaires hors Québec et internationaux seraient doublés essentiellement pour s'ils veulent venir étudier dans quelconque université québécoise. OK? Maintenant, je veux quand même dire les faits là, avant que François Legault vienne pour ma tête. Au Québec, au Québec, il faut savoir que en tant que province canadienne, on est la province canadienne qui a choisi de couvrir les frais de scolarité le plus, par nos taxes, de manière plus significative que les autres provinces. En gros, en France, si je me trompe pas, la majorité des universités sont gratuites, right? Mm-hmm. OK, mais c'est financé... Enfin, elles ont un frais de scolarité minime, genre 150 balles l'année. Voilà, donc c'est à 99% financé par l'État, donc par vos taxes. On est d'accord? Donc, c'est en tant que société, vous avez décidé que c'est important pour vous. Parfait. Au Canada, les provinces ont le choix de l'éducation. Okay? Sur beaucoup de choses, les provinces ont leur propre décision. Et le Québec est celle qui a décidé de le plus financer les frais de scolarité universitaire par leurs taxes. Donc, en d'autres termes, au Québec, ça coûte moins cher à l'université que dans quelconque autre province canadienne. Par contre, ce que le gouvernement québécois de la CAQ actuellement dit avoir remarqué, c'est que beaucoup d'étudiants venaient hors du Québec, donc beaucoup d'Ontariens, des gens de la Colombie-Britannique, du Manitoba, peu importe, venaient au Québec profiter de ces frais de scolarité plus bas. Mais une fois qu'ils graduaient, ne contribuaient pas nécessairement à l'économie québécoise et utilisaient ce diplôme
financé par l'État québécois, si tu veux, pour aller contribuer à l'économie d'une autre province. Et quand tu as une vision des choses canadiennes, ben, tu te dis, ben, aucun problème, on est le même pays. Mais quand tu as un gouvernement un peu plus nationaliste, malgré que la CAQ n'est pas officiellement souverainiste, donc ne dit pas officiellement vouloir la souveraineté du Québec, donc un Québec indépendant, ça reste un gouvernement qui prône beaucoup la nationalité québécoise distincte de l'identité canadienne, si vous voulez. Donc oui, un Québec à l'intérieur du Canada, mais un Québec qui, avant tout, a ses intérêts en tête. OK? Un peu comme les Catalans en Espagne, si je peux faire une comparaison. Voilà. Donc voilà. Donc ça, pour beaucoup de Québécois, beaucoup de l'électorat de la CAQ qu'on peut imaginer de manière stéréotypée, là, si tu veux, des gens un peu plus vieux de région, un peu plus francophones, un peu anti-anglophones, anti-multiculturalistes, OK? Ben c'est très correct comme prise de décision. Puis même avec l'argent que l'État va sauver, ils vont financer les écoles québécoises en région, les universités québécoises en région qui souvent ont moins de budget que les universités québécoises en ville, qui sont celles qui souvent attirent les gens hors province et hors Canada, right? International aussi, ouais. Exact. By the way, je tiens à dire pour nos auditeurs de ce podcast, les Français sont complètement exclus de cette nouvelle mesure. Ouais, nous on a un accord. Nous on a un accord de toute façon avec le Québec. On paye on paye les mêmes frais que les Québécois. Ça a toujours été. Non, ça n'a pas toujours été. Ouais, c'est ça. Mais c'était pendant. Alors, je vais dire exactement. C'était pendant un moment. Maintenant, on paye les frais des étudiants hors Québec, mais en gros, mais sans cette nouvelle augmentation. C'est ça, sans cette nouvelle augmentation. Ouais. Et ça dépend où tu étudies, parce que si tu étudies dans un une programme université francophone en région, contingenté, un programme où il y a il y a de la demande. On dit il y a de la demande dans les marchés du travail, exact. Exactement, bah tu payes comme un Québécois. Exact. Donc, pour résumer, un Français, si tu viens au cégep, ça va être le même prix qu'un Québécois. Si tu viens à l'université au Québec, ça va être soit le prix d'un Canadien avant cette augmentation, donc c'est le double d'un Québécois, mais donc 8 000 par année à peu près. Ou si tu choisis un programme qui est dans cette recherche spéciale d'étudiants étrangers pour combler des postes au Québec, ben ça va être le même prix qu'un Québécois, donc environ 4 000 par année. Donc les Français, tout va bien, et je pense les Belges aussi. Donc c'est quoi le sentiment de beaucoup de monde? Comme je vous ai dit, l'électorat de la CAQ, ils sont contents. Mais pour d'autres communautés, donc entre autres la minorité anglophone au Québec, donc qui est une communauté historique. Il faut savoir que le Québec, c'est quand même un endroit qui a été colonisé par les Français, mais ensuite les Anglais. Et il y a des Anglais qui sont restés au Québec toutes ces années plus tard. Et ils ont leur communauté, entre autres, où il y a Bishop, les Eastern Townships. Ben, c'est vu comme une mesure qui est agressive, mais surtout qui est anti-eux, anti leur communauté. Parce que comment ça, on exempte les Français et les Belges? Dans le fond, votre problème, c'est pas les étudiants francophones. Votre problème, c'est les étudiants anglophones qui venaient au Québec. Et c'est vrai, la CAQ a aussi mis cette mesure de l'avant en disant que c'était pour protéger le déclin du français au Québec. Ils ont parlé de ça aussi. Donc voilà. Mais surtout, là, long story short, c'est très, très, très néfaste pour Bishop. Parce que Bishop, on est une mini-université de 2500 élèves anglophones. OK? Puis, sur 2500, il y a à peu près 800 élèves qui viennent hors Québec. Et là, leurs frais passeraient de à peu près 9 000, 8 000 par année à 17 000 par année. Wow. Exact. Et on devient beaucoup moins attrayant parce qu'on devient plus cher que le reste du Canada. Ouais. Et surtout là, pour vraiment notre podcast, pour notre programme de football, ça va être difficile de recruter hors Québec. Puis en ce moment, 54% des joueurs de notre équipe sont québécois, mais 46% sont hors Québec. Ça donc, fait du monde, quoi. C'est ça. Donc, il y a eu une conférence de presse, il y a eu des manifestations, il y a des regroupements en ce moment de leaders de la communauté pour essayer de changer ça, mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui va changer. Puis, c'est mon pet peeve de la semaine parce que moi, même si c'est bientôt fini, mon parcours à Bishop, c'est un programme que j'ai à cœur puis que j'aimerais assurer sa pérennité puis je veux le voir avoir du succès. Puis, depuis que je suis là, tout s'améliore au niveau football, mais j'aimerais que ça continue malgré que je sois plus là. Et je pouvais pas me permettre d'avoir une plateforme aussi petite soit-elle en ce moment, même si elle va grandir et pas en parler. Donc, c'est mon pet peeve de la semaine. C'est sûr. C'est honorable. Merci beaucoup d'avoir partagé ça et on espère que ça va être réglé. Donne-nous ton moment qui t'a redonné foi en l'humanité avant qu'on conclue ça. Bien sûr, je vais faire pour ça. Pour les personnes qui sont encore là. Ah, ok. Fait que là, tu dis qu'on a perdu tout le monde à cause de ma conversation politique. Non. Je n'oserais pas dire ça. Dans le fond, comme j'ai dit tantôt, je vais y passer rapidement. Pendant le match, quand j'ai échappé la première balle, après avoir échappé malheureusement des balles aux 2 derniers matchs, j'étais vraiment, vraiment pas positif. Puis dans ma tête, la voix qui parlait à Nick, si tu veux, elle lui parlait hyper mal. Puis il n'y a pas un de mes coéquipiers qui est venu me voir qui m'a pas parlé complètement l'opposé.
Les gars m'ont regardé dans les yeux, Nick, on sait t'es qui. La seule personne qui sait pas t'es qui en ce moment, c'est toi. Tout le monde sait que tu fais des catchs, t'as les meilleurs mains de cette équipe. Genre, que du positivisme. Puis ça se peut que c'était juste parce qu'on avait besoin de moi sur le moment, puis les gars le pensaient pas vraiment, mais en tout cas, je l'ai pas senti. Genre, je suis tellement reconnaissant d'avoir les coéquipiers que j'ai. Parce que ça aurait été très facile de dire, c'est bon, il casse les couilles, là. C'est censé être le gars qui attrape la balle. C'est un 4e année, il échappe la balle. On le tasse, c'est les playoffs. J'ai zéro ressenti ça. Puis ça se trouve, il y en a qui pensaient, mais personne me l'a dit. Puis t'as des gars des O-line, des D-line qui sont venus me dire, genre, yo, Nick, you got this. Puis quand j'ai attrapé mon touchdown, frère, j'ai l'impression que les gars étaient plus contents pour moi que moi, j'étais content pour moi. Donc, c'est bon. Moi qui leur donner foi en l'humanité. Non, c'est vrai. Ça fait plaisir s'ils peuvent te soutenir. Puis ça a bien marché, apparemment, de ce que j'ai vu. De l'extérieur, ça a bien fonctionné. Moi, mon moment qui m'a redonné foi en l'humanité cette semaine, et on finira sur cette note pour tous ceux qui ont... Genre, vous méritez. Ceux qui sont restés, vous méritez d'entendre ça. C'était une petite exclue que pour mes amis proches, mais en fait, au match NFL à Francfort, dans les couloirs du vestiaire après match, j'ai croisé Antoine Griezmann. Donc pour ceux qui écoutent le podcast, j'en avais parlé, j'étais en mode ouais, j'aimerais trop l'avoir en invité. Donc je suis allé te voir. J'ai dit vas-y, c'est mon moment, ça c'est une opportunité du destin et tout, c'est le moment. Donc je vais le voir, je dis hey, salut, je m'appelle Léo. Salut Antoine, je m'appelle Léo, je fais des vidéos sur YouTube. Et là, avant même que j'ai pu finir ça, il me dit mais je te connais, hein, je regarde tes vidéos. Donc là, petit ego boost, je suis un peu en mode genre je sais pas trop quoi dire et je lui dis oh bah j'espère que t'as kiffé le match. Et sauf qu'il marchait avec sa sécurité en direction pour rencontrer les joueurs dans le vestiaire avant les médias. Et du coup, je marche un peu avec lui et je lui dis en passant, j'ai vu que tu avais lancé ton podcast de foot, félicitations, c'est cool. J'en ai un aussi en français où je parle de football américain et j'aimerais beaucoup t'avoir en invité parce que j'aimerais pouvoir discuter avec toi de foot et ça serait cool. Donc là, il me dit, bah pourquoi pas, écoute, en vrai, je t'écris sur Insta. Et là, moi, je le regarde en mode, tu te fous de ma gueule, tu vois. Mes yeux, ils sont en mode, j'ai compris. Et là, il me regarde en mode un peu, pas surpris, mais genre en mode, non mais promis, hein. Il me dit ça. Il me dit, non mais promis. Je dis, promis. Il me dit, promis. Donc là, je lui serre la main. Il s'en va. Puis un peu plus tard, sur le terrain, on est sur le terrain, il est là, un peu plus loin. Et il y a mon caméraman Nathan qui me dit, oh, je peux prendre une photo avec lui, j'aimerais bien et tout. Donc moi, je suis personne pour dire non. Enfin, je lui dis, vas-y, viens en cours, on va lui demander. Donc il lui demande, il dit, oui, je prends la photo. Et là, il était avec le monsieur qui est à la tête de NFL International. Et il dit, en passant, lui, c'est Léo Sartel, c'est un Français, il fait des vidéos sur le football américain. Et Antoine, il dit au gars, ouais, mais je sais, je le connais, je le suis. Et là, il remarche sur une dizaine de mètres pour revenir vers moi. Il me dit, on reste en contact, hein. Rentre bien, on reste en contact, hein. Je dis, merci boss, rentre bien aussi. Après, il est parti. Mais voilà, ça veut dire que peut-être dans les prochains mois, années, on aura Antoine Griezmann. La première étape est faite. Magnifique, ça serait incroyable. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Sans Stress. Ça nous fait très plaisir. Pensez à vous abonner sur toutes nos plateformes. Et si vous regardez ça sur YouTube, à liker aussi la vidéo. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Sans Stress. Ciao. Ciao, ciao.